hell is that? Slate supper, sir. Compliments of Axel Foley. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Buck Rambo. Aujourd'hui, on parle de la franchise Beverly Hills Cop. I need you to drive the Ferrari. Drive it where? Just drive it around, but nobody can know it's you. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Disturbing the piece I got thrown out of a window. What makes you think I have any interest in that at all? Bonne écoute. Axel, you're on a coffee break. Go get that son of a bitch. Bienvenue à Beverly Hills. Aujourd'hui, on parle du flic de Beverly Hills 2, sorti en 1987 et réalisé par Tony Scott, avec Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Ronnie Cox, Bridget Nielsen, Jürgen Prodnov, Paul Reiser, Alan Garfield, Gil Hill, Alice Adair et Dean Stockwell. Je suis Mathieu, et aujourd'hui, quand je vais faire le podcast, je vais le faire les yeux fermés en utilisant la force. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, c'est ça, on est dans la deuxième partie là, du film, de la rétrospective du flic de Beverly Hills. Bien sûr, il y a eu comme un phénomène à partir de là pour le film là, de 84. Malheureusement, là, si vous me regardez en vidéo, j'essaie de faire mon nono puis avec les yeux fermés, mais là, j'ai comme plus le choix de rouvrir les yeux. Malheureusement, la force m'a quitté. Le film, là, dans le fond, à partir de là, il y avait eu plusieurs films là, qui ont eu le nom Beverly Hills là, dans leur nom. Bien sûr, il y a eu le flic de Beverly Hills 2, là, mais on a les Scouts de Beverly Hills en 89, la Vamp de Beverly Hills, Beverly Hills Brats, Beverly Hills Madam, le Clochard de Beverly Hills, en tout cas, c'est marqué un peu là, dans les deux langages. Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, puis c'est ça. Fait que, il y en a d'autres, là, la prise de Beverly Hills là, en 91. Beaucoup de films là, qui avaient le nom Beverly Hills dedans, genre, une question pour juste attirer là, facilement là, le monde envers ça, mais juste un peu le clin d'œil, tout ça, puis genre, t'aimes ce film-là, puis tu peux sentir un peu le même ton, quelque chose de même, là. Mais je veux dire, c'était quand même un peu un autre côté, un peu de pas révolutionné, il faut s'entendre, là, mais c'était comme un nouveau genre, un peu mélanger le policier, puis l'humour, tout ça, que ça a quand même fait réagir là, tout Hollywood, quelque part. Puis, comme la même année, là, en 1987, là, on a quand même beaucoup d'affaires là, qui ont sorti. Là, L'Arme fatale avec Mel Gibson et Danny Glover. C'est toutes des affaires de même, là, dans le fond, là, qui ont. Ça a un peu des retombées là, dans le fond. Là. On a le Body Cop là, qui est comme devenu un peu comme connu à partir de là. Mais tu sais, c'est l'année là, de même plusieurs films que j'ai couverts au podcast. Là, Superman 4, Predator, le Nightmare on Elm Street 3, Roger Rabbit que j'ai fait là, avec Bruno là, de Terreur sur le pod. Le film, là, le premier film avec Timothy Dalton là, dans la franchise des James Bond, The Living Daylights. Puis il y en a encore plusieurs. Là. Si mettons, c'est l'année de Robocop aussi. Là. Même si mettons, vous avez fait un don au podcast là, ces dernières années, là, je vous ai envoyé un podcast gratuit là, dans le fond là, sur la rétrospective là, de Les Dents de la Mer. Là. Fait que c'est la même année là, que Jaws 4 que j'ai couvert aussi. Là. Fait que c'est ça, il y a quand même beaucoup là, d'affaires. Puis c'est quand même une année aussi avec certains films là, humoristiques. Là, on a le Spaceballs là, qui était cette année-là. Puis plusieurs autres affaires. Là, on a Over the Top avec Sylvester Stallone qu'on va parler quand même pas mal aujourd'hui. Là, pas mal. Faut s'entendre. Chose que j'avais oublié de parler au dernier podcast, c'est, dans le fond, là, le premier film là, avait été... dans le fond, là, on était comme parti avec Stallone, on avait écrit le script, là, puis dans le fond, là, les négociations ont comme lâché là-dedans parce que Stallone voulait avoir aussi des affaires, tout ça, puis en tout cas, finalement, là, on a essayé de trouver une manière là, de tasser Stallone, mais Stallone, il avait quand même beaucoup de pouvoir là, en 84, fait que il pouvait faire beaucoup de
Ben, tu sais, quasiment tous les scripts passaient par lui avant de passer ailleurs. Là. Je pense que c'était une entente qu'il y avait avec la Paramount à l'époque. Puis c'est ça, fait que dans le fond, toutes les retailles de tout ça sont tombées là, dans le film Cobra, que dans le fond, là, qui est sorti, là, je pense, l'année précédente. Là, en tout cas, je vais en parler tantôt, mais tu sais, ça met en vedette Bridget Nielsen, tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'affaires incestueuses un peu. Point de vue commercialisation là, de tout alentour là, du film aujourd'hui, je vais parler de toutes les affaires là, que tu sais, comme on fait référence à Rambo, qui fait référence à ci, qui fait référence à ça, qui fait. Ça, c'est vraiment là, je vois des liens un peu partout là, dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça. Excusez. Avant le. Suite au film de la semaine passée, ben, on avait pensé développer le film en série télévisée, faire un flic de Beverly Hills là, avec Eddie Murphy là, qui allait avoir le rôle titre. Sauf que lui, en tant que tel, là, ben, sa carrière là, elle fleurissait. Là, dans le fond, là, c'était comme hit sur hit. Là, ben, on avait eu le flic de Beverly Hills. Juste avant ça, ben, on avait les 48 heures aussi, là, le premier film. On avait... un fauteuil pour deux là, avec Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis. Puis là, on avait un Prince à New York, les affaires de même. Là, je veux dire, je pense qu'on avait aussi L'Enfant sacré du Tibet, là, qui est un film là, que j'ai écouté énormément là, dans mon enfance aussi. Là, fait que tu avais tout ça ensemble. Que c'était un phénomène un peu Eddie Murphy. Là, en tout cas, dans la maison chez moi, c'était pas mal ça, là, en bout de ligne. Tous des films qui roulaient, puis ils roulaient, puis ils roulaient. Là. Mais c'est ça, Eddie Murphy ne voulait pas retourner là, au petit écran. Là. Lui, il avait décollé de ça. Là. C'est sûr qu'il faisait des apparitions des fois à Saturday Night Live, là, dans le fond, il était un débouché de ça, en guillemets. Là. Puis, il était retourné là, pour faire quelques sketchs, des affaires de même. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, il ne voulait pas retourner là. Fait que, on s'en va pour faire un deuxième film, pas une série télé. Puis en même temps, une série télé, ça l'accapare le temps. Là, c'est vraiment énorme. Là, fait qu'il faut s'entendre que s'il veut faire d'autres films, puis il veut peut-être continuer même sa carrière là, d'humoriste, des affaires de même. Là. Au début, ben c'est ça, le scénario, on pensait peut-être avoir quelque chose. Là, on n'irait pas à Beverly Hills, on irait un peu mondial, là, on se promènerait là, à Londres puis à Paris. Puis bien sûr, Eddie Murphy, il voulait rester là, en sol américain. Fait que, on a pas mal abandonné l'idée. Là. Je sais pas si c'est une bonne idée là, de partir là, ailleurs. Là. Je pense que c'est bien correct. Là. Je veux dire, ça s'appelle le flic de Beverly Hills, même en anglais aussi. T'sais, des fois, on a le nom qui change. Là, fait que, ça fit. Là, mettons que la traduction est... Ben, est pas correcte, là, si on veut. Là, elle ne fit pas avec le film en question. Là, fait que ça peut aller. Mais là, il y a Beverly Hills vraiment dans le nom. Là, fait que ça aurait été... Ben, ça aurait pu être changé de nom à chaque film. Là, comme le flic là, de Londres, le flic de Paris, quelque chose en même. Là, ça aurait pu être ça aussi. Là, il aurait pu faire ça. Ça aurait été une gimmick pour le film. Là, ça aurait été une possibilité aussi. Là. Mais c'est ça, on avait aussi, aujourd'hui on veut ramener pas mal tout le monde, là, puis on va ramener quand même pas mal tout le casting du premier film, là, mais on avait Bronson Pinchot, que j'ai parlé là, au dernier podcast, là, que j'écoutais une émission avec lui, là, Perfect Strangers, ben il était occupé à faire cette émission-là en particulier, fait que il apparaîtra pas dans le film aujourd'hui, mais c'était planifié, là, en tout cas, puis c'est ça, ben, dans le fond, le réalisateur du premier film, Martin Brest, il n'était pas vraiment intéressé là, à faire la suite. Fait qu'on a eu un petit film là, qui s'appelle Top Gun, qui est sorti, là, que j'ai parlé, là, je pense que c'est l'année passée. Lui, là, Tony Scott, le réalisateur, il avait fait ce film-là, puis dans le fond, les producteurs là, de Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Fait qu'il y a... c'est le succès de ce film-là, on dit, hey, regarde, on a un autre projet pour toi, un autre film d'action,
go, on t'envoie sur ce projet-là parce qu'on n'a pas de réalisateur. Fait que, tu sais, ce que ça a donné, c'est que ça a donné un film, là, quand on a eu comme la première coupure du film, ben, ça a fait un film qui était juste comme plein d'action. Fait que les producteurs ont fait comme, ben là, tu sais, peut-être que faudrait peut-être rajouter un petit peu d'humour, tu sais, c'est une comédie quasiment à la base, puis avec de l'action, tu sais, là, on est rendu avec de l'action, avec de la comédie, là, tu sais, fait que, tu sais, ils ont voulu switcher ça de bord, fait qu'ils ont refait des reshoots par la suite, puis rajouter, là, ben de la comédie, là, mais, tu sais, d'après moi, ça doit être tout plein de scènes, là, qu'ils ont rajouté, là, sans que ça paraisse trop, là, comme toutes les... ben, il y a beaucoup de scènes où Eddie Murphy arrive à une place, puis il fait un sketch des affaires de même. Là, on va en parler là, pas mal tout le long du podcast en bout de ligne, là, parce que c'est pas mal fait de ça. Là. Mais c'est ça, fait que la première coupure là, ressemblait là, à un film plus action. Là, puis, en tout cas, on va en parler là, du ton là, de comment que ça a changé un petit peu là, avec le premier film. Mais c'est ça, bien en général, là, ben, c'est ça. On a réussi là, à avoir pas mal tout le monde là, du premier film. Alors, selon IMDb, le synopsis va comme suit. Axel Foley retourne à Beverly Hills pour aider Taggart et Rosewood à enquêter sur une fusillade presque fatale du chef Bogomil et sur une série de crimes d'alphabet qui y sont associés. Fait que le film, tu sais, il y avait une métaphore là, de classe, tu sais, comme la classe moyenne, la classe pauvre, la classe riche, un peu. Il y avait ça un peu pas mal dans le dernier film. Aujourd'hui, y a-t-il une métaphore? Pas mal pas. Je veux dire, si je recherche un peu partout, si on essaie de continuer cette métaphore-là, on fait vraiment pas ça. On essaie de peut-être montrer un peu de l'autorité abusive, peut-être, là, avec le personnage là, de Lutz. Mais sinon, c'est pas mal copier-coller là, ces questions scénario, essayer là, de donner plus de la même affaire dans qu'on avait vu là, dans le dernier film, là, puis toujours faire un peu là, des sketchs, puis recoller ça ensemble, puis juste faire de la promotion, quand même beaucoup de promotion de stock, là. En tout cas, on va en parler là, de pas mal là, que le film a l'air de beaucoup d'une promotion pour beaucoup d'affaires, là, mais sinon, ben c'est ça. Dans le fond, là, on fait juste comme essayer de s'amuser, comme qu'on a fait là, dans le premier film, là, avec de l'humour et tous des sketchs et de tout recoller ça ensemble, là, puis peut-être essayer de rajouter un petit peu plus d'histoire. Fait que le film, moi, je l'ai vu, je l'ai pas vu autant que le premier film, là, mais sauf que je l'ai vu quand même assez souvent. Là, le premier film, je l'ai vu vraiment, vraiment beaucoup, là, mais c'est probablement là, une couple de dizaines de moins de fois que l'autre. Là. C'était-tu exagéré un peu la semaine passée comme chiffre, là, peut-être, là, mais c'était pas très, très exagéré. Mais bon, fait que ce film-là, là, je l'ai vu une bonne dizaine, vingtaine de fois. Là. Sérieusement, là, c'est quand même pas mal souvent que je l'ai vu pareil, mais c'était vraiment là, juste dans ces années-là où que les films ils roulaient, puis j'arrivais de l'école, puis je pouvais la remettre là, dans plutôt la cassette bêta. Je pense qu'on l'avait tapé sur bêta quelque part. Là. Fait que c'est pas mal ça, là, de la manière que j'arrive dans le film. Fait que le film ouvre avec, on va mettre tout de suite en place là, les machins, là, tout de suite, on met ça tout de suite en place. Là, on va avoir l'introduction là, de Carla là, qui arrive là, sur une limousine, dans une limousine, qui est la plaque en avant, elle change. Là, j'ai remarqué ça là, tout de suite en partant. Genre, c'est marqué Dent au début, là, puis après ça, ben, c'est marqué autre chose. Je sais pas si ça a du sens que c'est marqué Dent. Là, c'est comme tu t'en vas à ta ben ça va être sa bijouterie dans le fond là, au début. Puis je veux dire qu'il est marqué Dent, là, je veux dire, il se fait comme tout de suite s'identifier. Là. C'est quand même un peu bizarre quand on pense à tout ça. Là. C'est comme quelqu'un arrive, le personnage de Carla là, qui est joué par Bridget Nielsen, elle arrive en limousine en face. Pourtant, dans le fond,
il y a comme des traces, là, tu sais, c'est à quelque part, là, où, ça devrait être du monde qui arrive un peu d'une autre manière, tu arrives dans la rue, quelque chose de même, tu sais, je veux dire, tu n'arrives peut-être pas en limousine en face, là, c'est sûr que, tu sais, ben, tu sais, justement, elle est marqué, là, c'était marqué Dent, là, en tout cas, sur certains coins de rue, c'était marqué Dent, puis après ça, ben, il y a une autre plaque en avant. Là. Fait que, tu sais, c'est qu'est-ce qui arrive vraiment. Là, on vous prend peut-être que c'est pas celle-là qui est marquée Dent. Là. C'est peut-être qu'ils se sont dit ça, justement. Ça n'a pas de sens que ça soit marqué Dent. Fait qu'ils ont fait juste un reshoot là, pour corriger ça, mais c'est étrange qu'on s'en rend compte. Là. Elle, Bridget Nielsen, j'en ai parlé une couple de fois là, au podcast là, avec notamment Rocky Cat puis Sonia Larousse, là, elle avait joué aux côtés là, de Arnold Schwarzenegger. Quand je regarde tout un peu qu'est-ce qui se passe là, dans la vie là, de Madame Nielsen, ben, elle a... en tout cas, je sais qu'il y a eu quelque chose là, sur le plateau avec Arnold, puis même sur le plateau d'aujourd'hui, elle va avoir quelque chose avec Tony Scott, que lui, ça va... naturellement, ça va amener à son divorce à lui, là, mais il y a souvent des affaires de même pas mal, là, sur pas mal tous ces plateaux. Puis là, ben, bien sûr, elle a filmé aussi là, le film Cobra, qui est sorti avant, là, fait que, puis elle était mariée là, à Stallone à l'époque. Fait que, puis c'est justement, comme je dis, ben, le film là, de Cobra, ben, c'est un peu des retailles du premier film aujourd'hui, ben, le Beverly Hills 1, là. Fait que, c'est comme un peu, comme je disais, c'est un petit peu incestueux, mais j'ai pas fini là-dessus, là. C'est là que je commence. Mais tu sais, elle a posé pour Playboy aussi. On va voir des affaires de Playboy un peu plus loin. On a même Hugh Hefner qui va passer, qu'on va voir tantôt. C'est comme tout en train de se faire de la promotion. Puis, elle va poser là, pour Playboy là, en 87 là, pour faire il y a comme un poster au milieu, là, ça a l'air. Puis c'est ça, elle est en décembre, en tout cas, elle va apparaître là, dans ce magazine-là. Fait que il y a beaucoup de promotions là, pour juste des affaires, là, mais comme je dis, là, je vais même m'en laisser encore pour tantôt. Là. Fait que, là, c'est ça. Dans le fond, ils font comme un vol à une bijouterie, puis ils vont tout détruire, dans le fond. Juste dans le fond, probablement, là, ce qu'on va apprendre plus tard, là, c'est pour des assurances. Dans le fond, c'est tout comme des bâtisses là, qui appartiennent à Dent. Je suis pas sûr pour la bijouterie si ça y appartient ou ça y appartient pas. Là, parce que si ça y appartient, puis le personnage de Dent, dans le fond, sa blonde, c'est Carla. Ben, quand elle rentre là, par la porte avant, je veux dire, c'est comme le monde la reconnaisse probablement, j'imagine. Mais ils vont détruire toutes les caméras, les enfants de même. Là, en tout cas, ça paraît bien. Quand tu regardes ça, c'est juste un gros vol de banque au début. Là, fait que. C'est correct pour commencer, là, avec la nouvelle musique là, de Harold Faltermeyer là, qui revient là, dans sa trame sonore. Puis, je veux dire, j'adore le nouveau thème. Là, en bout de ligne, il est un peu contre. Il faut qu'il compose quelque chose. Là. Au début, Tony Scott, il voulait amener là, un nouveau venu, là, que, dans le fond, là, que les producteurs, là, ils voulaient pas. Là, ils ont dit, là, je veux dire, c'est qui ça, Hans Zimmer? Là, je veux dire, nous autres, on veut quelqu'un de renommé. Là. Fait que on a failli avoir une trame sonore là, de M. Hans Zimmer, que finalement, ben, c'est ça, il a manqué. En ramenant Harold Faltermeyer, que lui, sa trame aujourd'hui, ben, ça va être pas mal. Ça va être du recyclé beaucoup du premier film. On dirait que toute la première moitié du film, là, mis à part là, à chaque fois là, qu'on a là, comme la première tune qu'on entend là, dans le vol là, à la bijouterie, là, mis à part ce thème-là, puis je pense qu'il y en a composé peut-être un autre thème là, un peu plus loin là, pour la finale, là, genre, mais je suis certain que c'est copié-collé là, de la première trame. Ou sinon, tu sais, il y a des affaires que, tu sais, comme John Carpenter, lui, il va composer avec un clavier, mais à chaque trame, là, il va changer de clavier, puis ça paraît, tu sais, comme, mettons, écoutez Halloween 1, puis écoutez Halloween 2. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment, c'est les mêmes thèmes, mais il a juste changé de clavier. Puis, tu sais, faut que tu changes un petit peu quelque chose que ça sonne différent. Puis, je suis pas mal sûr que c'est vraiment copié-collé ou il a gardé le même clavier pour garder son son. Tu sais, bon, dans le cas d'Halloween 1 et Halloween 2, ça clash, là. Si on écoute Beverly Hills 1, Beverly Hills 2,
un à la suite de l'autre, ben, peut-être que ça clash moins, mais sauf que je pense que c'est littéralement les mêmes enregistrements là, qu'il va avoir utilisés dans le premier et dans le deuxième. Il y a certains petits thèmes qui vont revenir, puis comme dans la deuxième moitié, on dirait qu'il a travaillé plus là, pour un peu remixer un peu ces thèmes qu'il avait fait là, dans le premier film. En tout et partout, c'est sûr que c'est une bonne trame. Là, je veux dire, elle accompagne bien là, le premier film, mais il n'y a pas de version complète là, officielle là, de la trame. Là. J'ai regardé sur YouTube, il y a comme des. Je pense que c'est vraiment tiré là, des rips du film, là, mais ça sonne tout croche. Fait que je trouve ça plate, là, mais on peut aller chercher quand même les thèmes là, qu'on a au début, tout ça. Là. De toute façon, vous l'entendez en arrière-plan là, si vous écoutez la version audio. Là. Mais c'est ça. Fait que je suis content là, de le revoir, là, M. Faltermeyer, quand même, là, pour la trame d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, c'est juste qu'elle va être moins redondante. Ben, je veux pas dire redondante, là, parce que j'aimais quand même le tune d'Axel là, dans le premier film, mais le thème d'Axel, là, il va apparaître un peu dans le film aujourd'hui, mais pas autant là, parce qu'elle se répète souvent. Là, dans le premier film, là, on l'a atténué un peu. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, on a l'introduction, puis en bout de ligne, ben, c'est ça, on a tout de suite notre introduction à Axel, où ce que, finalement, ben, là, on voit qu'il est tout propre. On fait un peu un contraste avec le premier film, là, il y avait sa Nova, là, dans le premier film, là, son char tout déboîté, puis tout d'un coup, ben, il se ramasse avec une Ferrari. C'est pas sa Ferrari à lui, là, dans le fond, il est encore sous couverture. Là, il travaille sur une enquête là, de fraude de carte de crédit. Puis, en tout cas, il est bien là, dans ce dossier-là. Fait que, tu sais, dans le fond, un peu comme dans le premier film, ben, il est en couverture. Il va dire, quelqu'un va rencontrer le personnage de Vinny, là, il va faire un peu là, encore les 2000$, des affaires de même. Puis, c'est comme un peu un remix de les affaires qu'il a dit dans le premier film. Puis, ça va être ça beaucoup dans tout le film aujourd'hui. Ça va être quelque chose que je vais pouvoir quasiment reprocher au film. C'est qu'il était. La plupart de toutes les gags, c'est des références quasiment au premier film, mais tu sais. Puisqu'on est un deuxième film, on essaie de redonner la même affaire qu'on a donné en 84, comme toute la règle des suites, là, mais essayer d'en donner plus de ça. Là. Mais c'est ça, fait que toutes les gags sont trop similaires au premier film, là, quasiment. Là. Il y a quelques gags qui sont nouveaux, là, mais c'est très similaire. C'est tout un peu dans la même mentalité. Peut-être qu'on va rajouter un petit peu plus de couleurs, là, je veux dire, littéralement. Là, je veux dire, on va parler plus là, de des noirs, des blancs, là, des jokes là, de racisme. Là, racisme. C'est toujours quand même d'un côté... moins c'est pas des pointes, au moins c'est ça que je trouve le fun, au moins c'est pas c'est pas pro-noir ou anti-blanc ou des affaires dans le même là, que des fois ça vire comme ça comme blague, fait que je suis content que ça reste neutre, c'est juste comme des blagues de même, mais aussi il y a beaucoup là, des références là, à des parties génitales comme blague, là, quelque chose que je pense qu'on n'avait pas dans le premier film. Ça va pour une fois ou deux, mais là, après un bout, là, quand ça vire un peu là, dans ces jokes-là, après un bout, là, le cerveau, là, il ferme, là, rendu là, c'est plus vraiment drôle, là, rendu là, une fois ou deux, ça va, là. Mais, il doit y en avoir des dizaines là, dans le film d'aujourd'hui. Fait que, je trouve qu'ils sont un petit peu moins bien écrits. Ben, par définition, c'est comme un remix de les mêmes... Des mêmes gags, fait que c'est comme le côté B, je veux dire, on a pris la meilleure blague dans le premier film, mais là, on fait juste le dérivé ou le démo de cette blague-là, on va la sortir, là, c'est un peu ça, puis ça sonne, en général, là, c'est comme ça sent le réchauffer, là. Bien sûr, là-dedans, je vais juste finir aussi sur la trame sonore. Dans le fond, là, il y a une trame sonore qui était sortie à l'époque. Je pense qu'il n'y avait pas de chanson de Harold Faltermeyer dessus. Sinon, c'était juste comme la tune d'introduction là, qu'on avait. Là. La trame sonore, moi, je pense que je ne l'ai jamais écouté d'un bout à l'autre. Je ne l'ai pas possédé. Là. J'ai eu l'occasion une couple de fois, là, bien sûr. Là, mais sauf que je n'ai jamais
pu mettre de l'argent dessus. Là. Surtout à une époque, là, j'avais la première puis la troisième, mais la deuxième, c'est comme, tant qu'à ça, j'aurais pu avoir le trio. Mais on a la chanson, maintenant, Shakedown, là, par Bob Seger, là, qui, dans le fond, on devait avoir encore Glenn Frey, là, qui faisait la chanson là, de Heat Is On, là, dans le premier film. C'est lui qui devait l'enregistrer, mais finalement, il y a eu un problème de gorge, puis il n'a pas pu enregistrer. Il a appelé un de ses grands chums, Bob Seger, puis c'est lui qui est venu chanter. Là. C'est supposément le seul et unique hit de Bob Seger, là, dans le fond. Là, c'est un auteur, compositeur quand même assez connu, là, pourtant, là, mais en tout cas, ça là, c'est pas mal son seul hit numéro 1. Mais c'est ça, la trame sonore, ça a moins fait d'impact. Je veux dire, la première, elle a été supposément là, pendant 49 semaines dans le top, du coup, je sais pas, le top 10 ou quelque chose de même, là, dans le top 100, mettons, là, des ventes. Puis celle-là, elle a resté juste la moitié du temps, là, 26 semaines. Fait que, tu sais, puis bon, comme trame sonore, je veux dire, j'écoute les chansons là, pendant le film, puis c'est pas mal similaire au premier film. Là. Je veux dire, les chansons, je les aime quand même correct. Là. C'est sûr que, tu sais, il n'y a pas de nostalgie vraiment de rattacher. Là. À part la tune Shakedown, que je pense que j'aime mieux celle-là que Heat Is On, mais c'est tout. Là, en tant que tel, là, les chansons, ils passent correct. Là, sont bien corrects là, en général. Là, peut-être la tune de fin là, de Better Way, là, j'aime mieux les chansons de Patti LaBelle, peut-être. Là, c'est le dynamisme que j'aime beaucoup là, quand même là, aussi dans la première trame. Mais tu sais, elle a un son plus 80 aussi là, dans la plus clavier, plus un peu disco, clavier, tout ça. En tout cas, le son typique 80 que j'aime plus, là, juste de nature, je suis de même. Là. Ne me jugez pas. Mais c'est ça, l'autre est plus un son là, qui s'en va vers les 90 que j'aime, mais tu sais, je préfère vraiment le son quétaine des 80. Là, c'est juste moi. Là. Mais c'est ça, fait que c'est ça. On fait comme la même affaire que le premier film, mais on fait ça à l'inverse. Là, dans le fond, ce qu'Axel, là, il est plus. C'est ça. Il a de l'air plus propre que dans le premier film. Là, dans le fond, il a un peu évolué. Là, il a le veston-cravate. Là, c'est ça, sa couverture là, dans celui-là. Bien sûr, on a encore l'introduction là, de nos personnages là, qu'on va rapporter du premier film. Bogomil, qui est toujours joué par Ronny Cox. Ronny Cox devait apparaître un petit peu plus dans le film aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. Là, si, mettons, il n'était pas occupé à filmer là, l'autre film là, qui va... peut-être qu'il va être plus populaire là, pour lui. En tout cas, pour moi, là, ça va toujours rester Dick Jones, puis c'est là qu'il filmait, là, dans le fond. Pourtant, il apparaît pas tant que ça là, dans Robocop. Là. Je veux dire, il est là dans beaucoup de scènes, mais probablement, c'est tout le temps dans les mêmes décors. Fait que c'est probablement filmé pas mal dans les mêmes temps. Là. Fait que, je ne dois pas avoir... ça devait vraiment coïncider là, dans les mêmes dates. Là, il n'est pas là tant que ça là, dans Robocop. Il est là dans tout le film, mais c'est tout le temps dans les bureaux. Fait qu'en bout de ligne, il ne peut pas avoir filmé, là, à moins que vraiment là, il filmait là, vraiment en morceaux séparés. Mais souvent, quand on filme, on filme toutes les scènes à la même place. Fait que je sais pas exactement. Il est occupé à faire Robocop. C'est tout ce que je sais. Puis c'est ça, fait qu'il n'est pas là longtemps, mais il y a Rosewood aussi là, qui va revenir là, avec Judge Reinhold, que lui, dans le fond, là, dans sa carrière, il a joué là, quand même dans une couple de films là, entre les deux. Mais lui, c'est quand même, sa carrière a quand même, elle était quand même assez, était solide, là, je veux dire, The Gremlins, Fast Times at Ridgemont, je pense qu'il y en a une couple là, qui a passé aussi par la suite, là, fait que lui, ça allait bien sa carrière. Taggart, toujours joué là, par John Ashton, que lui, il faisait un peu plus là, des émissions télé. Il a joué quand même dans une couple de films là, connus, là, Cœur et Trio, là, avec Eric Stoltz et comment elle s'appelle? Leah Thompson. En tout cas, jouer dans une couple de films quand même connus, là, puis je pense qu'il venait juste de filmer le film que je viens de mentionner, mais il a fait beaucoup de télé aussi, là, fait que ça démarre un petit peu... il est plus âgé aussi, là, fait que c'est peut-être sa carrière était déjà à mi-chemin là, à cet âge-là. Plus âgé. Il était rendu il est arrivé sur le bord des 40 ans, là, faut s'entendre, là, mais je trouve tout le temps qu'il a de l'air tellement plus vieux. Je veux dire,
bon, j'ai 43 en ce moment, puis je trouve qu'il a de l'air plus vieux que moi, là. Je veux dire, en tout cas, mais je pense que c'est ça qu'on dit de tout le monde, là, en tant que tel, là, que le monde ont de l'air plus vieux. Ben, tu sais, je veux dire, tout le monde de la vieille génération, ou en tout cas, nos parents, nos enfants de même, ont de l'air plus vieux, puis quand on voit des photos qui avaient juste 40 ans, ben, on fait juste dire, voyons, tu sais, je veux dire, ils ont 40 ans là-dessus, puis ça paraît pas, là. En tout cas, c'est doit être une question vestimentaire, quelque chose de même, là. Mais c'est ça, fait que on retrouve nos deux personnages, là, ben, notre trio policier qu'on avait eu là, la dernière fois. Puis, tu sais, je veux dire, ils sont autant en forme, là, c'est sûr que j'ai embarqué un petit peu moins avec Bogomil, tu sais, je veux dire, je trouve que ben, tu sais, on n'a pas le temps de l'élaborer ben. Puis, tu sais, je l'achète un petit peu moins en gentil là, cette fois-là, là, contrairement là, à la dernière fois. Tu sais, je dirais que, je sais pas, il y a un peu un côté Dick Jones, tu sais, il y a 3 ans de plus, là, mais que la dernière fois, là, mais tu sais, ça change pas grand-chose, là. Lui, il frôlait 50 ans à cette époque-là. Fait que, tu sais, peut-être cet âge-là, ça paraît moins, mais c'est ça. En tout cas, je sais pas. Tu sais, c'est comme on le rapporte. Tu sais, on voit, là, quand Axel s'habille, on voit comme des photos, là, que, tu sais, dans le fond, ils ont entretenu leur relation, qui sont allés souvent à des voyages de pêche, tu sais, entre les deux films. Puis, c'est ça, dans le fond, on comprend là, qu'ils sont toujours amis. Puis, je veux dire, Bogomil appelle Axel pour lui dire qu'il doit canceller là, leur voyage de pêche annuel, quelque chose de même. Là. Fait que, tu sais, c'est juste pour montrer là, que tout nous remettre en place, là, dans le fond. Là, que ils ne se sont pas abandonnés depuis qu'ils se sont vus. Puis, tu sais, souvent, on va avoir un cliché par la suite, justement, que le monde ne se sont jamais vus entre les films. Puis là, ben, tu sais, c'est là on entretient. Là. C'est rare, là, je trouve, en tant que tel, là, que justement, on trouve que l'amitié a continué. Puis, je trouve que ça a du sens, qu'au moins, ça a continué. Parce que souvent, ben, c'est sûr que généralement, dans beaucoup de films, on arrive, puis justement, ils se sont pas parlé, puis là, ben, après ça, ils doivent comme un peu essayer là, de retravailler ensemble, des affaires de même, là, puis, tu sais, parce que mais ça fait 3 ans qu'ils se battent, des affaires de même, là. Là, on évite ce cliché-là, puis moi, je trouve ça correct, là, en tant que tel, là, qui a comme continué. T'établis quelque chose dans le premier film, puis que ça continue au moins sur le même ton. Tu sais, souvent, on défait la fin du premier film là, d'une certaine manière. C'est ce que j'ai déjà parlé au podcast. Là-dedans, ben, ça, on va changer là, le chef de police, là, Lutz, que lui, là, qui est joué là, par Alan Garfield, qui, lui, ben, c'était genre un reporter initialement. Là, il chroniquait là, sur le sport, là, puis finalement, il est devenu acteur. Là. Ce personnage-là, c'est un irritant, honnêtement, là, dans tout le film. Là, on a le maire là-dedans. Là, il essaie de bien paraître pour le maire, mais il est toujours en train de critiquer sur n'importe quoi. Là. Il devrait sortir un podcast aussi critique, là, peut-être. Là. Je sais pas. Là. Le monsieur est décédé, par contre, là, en 2020. Au tout début de la COVID, là, dans le fond, en avril, là, des complications de la COVID, là, tristement. Là, mais c'est ça, ça change pas que dans le film aujourd'hui, c'est un irritant, quelque part. Puis c'est ça qu'on veut. Là. On veut vraiment quelqu'un qui est vraiment tannant. Tu sais, avec le chef de police qu'on avait la dernière fois, que oui, il était un irritant, mais il était là dans 2 scènes. Puis on voyait que c'était juste l'autorité. Puis c'était correct. Là. Je veux dire, je trouve que c'était bien balancé dans le premier film. Là. Il y avait comme sa présence qui était pas tout le temps là, mais il y avait 2 scènes, puis c'était 2 scènes qui avaient fait sa place. Là, il revient 4-5 fois là, pendant le film. Puis en même temps, ben, on veut juste comme montrer son incompétence en bout de ligne, que là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, puis je veux dire, bon, ben là, tu n'étais pas à bonne place, tout ça, puis dans le fond, c'est comme, où il était à bonne place, mais là, il dit que, dans le fond, il n'était pas en train de faire telle autre affaire, tout ça, puis il trouve n'importe quoi. Après un bout, là, ça devient comme juste, c'est n'importe quoi. Puis comment que cette personne-là s'est rendue là? Mais remarque, il y a des fois des gens où on peut toujours se demander comment ils font pour se rendre à telle place, là, qui ont leur poste, des affaires de même, là, ils fréquentent d'une bonne manière leur supérieur pour se faire augmenter. Là, ça sent ça un petit peu avec Lutz. Sauf que c'est ça, le maire, il n'est pas bien impressionné. Là. On va apprendre que toute l'équipe
qui étaient là avant, là, McCabe puis Foster, probablement, ils ont tous été virés à cause là, de Lutz, puis il reste juste, dans le fond, notre trio, là, tranquillement. Là. Puis, tu sais, Bogomil, c'est ça, il est sur une piste, puis Rosewood, il va faire appel au FBI, dans le fond, là, pour les aider, là, pour le cambriolage là, les criminels de l'alphabet, là, comme ça que je pense qu'ils appellent. Là. Puis, dans le fond, c'est comme là, lui, il va avoir son équipe séparée ou chose de même. Là. Il y a comme quelqu'un avec lui, là, un associé, là, Biddle, là, qui est avec lui. Là. Puis, en tout cas, ils veulent comment garder ça. Puis, ils sont comme. C'est n'importe quoi. Là. C'est comme si je disais là, au dernier podcast qu'on jouait, moi et mon cousin, là, puis des fois d'autres mondes, là, mais on s'amusait à faire des histoires là, du flic de Beverly Hills, puis tout ça. Puis c'est comme ça me donne. On dirait que la mentalité du scénario est trop niaiseux. Je comprends que c'était pas la grosse intelligence de scénario dans le dernier film, mais on le met à. Dans le premier film, là, c'est sûr que il y avait comme toutes des affaires bien évidentes que s'ils se sont rendus policiers, qu'ils ne savaient pas comme que le café pouvait cacher là, la senteur de des drogues, des affaires de même. Il y a beaucoup d'affaires que Axel leur montre qu'ils devraient déjà savoir. Là. Mais Bogomil le savait, ça, là, mais c'est comme. Axel, il lui montrait des affaires là, qu'il devrait savoir en bout de ligne. Mais c'est comme trop niaiseux. Là. C'est comme, on dirait qu'ils disent n'importe quoi. Là. Je trouve que ça clash un peu. Puis le personnage de Lutz, là, il est tellement caricatural qu'il en devient tannant. Là. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est pas mal tous nos personnages. Là, dans Vie à Rosewood, on n'apprend rien vraiment. Là. Il y a un commentaire où là, tu vas arriver puis il va l'appeler Roseweed. Là, comme un peu. C'était un accident dans le premier film là, où le chef l'appelait Rosemont. Puis là, c'est accidentel dans le premier film. Il lisait l'acteur, il lisait son scénario, puis il s'est trompé là, en disant. Puis justement, ça a été improvisé sur le coup. Je veux dire, ça paraissait bien dans le premier film. Là, on voit clairement là, qu'on essaie de nous faire la même affaire avec. Qu'on met son nom là, de travers en disant Roseweed. Puis, c'est ça. En même temps, ça rajoute un peu au personnage là, de Lutz là, qui dans le fond, il s'en fout, là, puis il est tout le temps vulgaire là, envers le monde. Là. Puis c'est ça. Là-dedans, aussi, il y a Taggart là, qu'on apprend là, que lui, ça. Comme personnage, qu'il n'y a pas il y a 2 enfants, puis une femme, puis que là, il est en instance de divorce, puis des affaires de même. Là. Ça va être plate un peu pour Taggart que c'est beau de nous mettre une histoire, mais il faut qu'il y ait quelque chose rendu là. Je comprends qu'il se passe quelque chose hors écran, mais je veux pas dire que je veux sa femme qui embarque dans l'histoire, que dans le fond, il faut qu'il la sauve pour la fin du film, des affaires de même, mais tant qu'à apporter ça, trouve une manière au pire qu'il l'appelle pendant le film ou quelque chose de même. Qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe côté scénario. Puis, qu'on nous le montre. Là, comme dans le premier film, là, je ne demande pas à ce que ça soit impliqué. Je trouve que c'est le fun que c'est pas une question d'histoire. Ça fait un peu la 3D du monde, mais montrer-la de manière où qu'il y ait un peu pas une conséquence, mais qu'on sache un peu de quoi qu'on parle, puis que c'est pas juste quelque chose qui a été improvisé, comme que ça a l'air d'être improvisé là, à ce moment, là, juste pour dire, on sait pas quoi faire, Taggart, parle de ta femme là, à chaque scène que tu peux, là, tout ça, puis c'est dans le fond, je pense qu'il en parle 2 ou 3 fois, là, il en parle aux danseuses, il en parle avec Axel, il en parle à la toute fin, tout ça, mais c'est ça, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose un peu, là, un lien un peu plus là, visuel là, pour rajouter, pour rendre ça un peu crédible. Fait que pour rajouter un peu peut-être à eux autres, on a Todd là, qui est toujours joué là, par Gil Hill qui revient du premier film, que dans le fond, il va faire un peu son
Ben, son boss, c'est tout le temps un peu le même personnage, un peu tout le temps no bullshit, des affaires de même là, qui va pas, ben, qui va crier tout le temps un peu. Puis bien sûr, Paul Reiser qui revient en héritant là, pour Axel. Tu sais, Axel, il va le prendre quasiment. Là, c'est comme un peu. Ben, je trouve ça con un peu d'Axel, honnêtement. Là. Tu sais, l'autre essaie de. Il est tout ben. Il est smart avec en bout de ligne. Là, il est vraiment cool avec. Puis, tu sais, Axel le traite comme la merde, là. Il faut le dire, là, quelque part. Puis, tu sais, quand Axel va savoir, là, va apprendre là, que Bogomil s'est fait tirer, là, puis que lui, il va vouloir partir, là, à Beverly Hills, là, voir qu'est-ce qui se passe, là, tout ça, ben, tu sais, Jeff, il va essayer de le couvrir, tu sais, puis, fait que... Tu sais, je comprends que, tu sais, je veux dire, c'est de la comédie. Paul Reiser, on le voit plus. On ne l'avait pas vu beaucoup dans le premier film. Et, tu sais, dans le fond, si Bronson Pinchot ne pouvait pas être là dans le deuxième film, ben, tu sais, ce temps d'écran-là est rempli là, par Paul Reiser. Tu sais, je sais pas si Paul Reiser revient là, dans le quatrième film, là, mais je sais qu'il n'est pas là dans le troisième film, là. Ce qu'on va essayer de tu sais, je veux dire, en tant que tel, c'est quasiment surprenant qui n'est pas à portée avec eux autres. Puis ça va être quasiment quelque chose qui va me surprendre aussi qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour les accompagner, pour rajouter là, un quatrième morceau pour un peu un vent de fraîcheur. Là. Ça va me surprendre. On va rajouter, par contre, on va remplacer... on avait là, Jenny Summers là, la dernière fois, là, mais là, c'est Jan Bogomil, là, la fille là, de Bogomil, là, que... Elle va avoir vraiment un petit rôle. Là. C'est une actrice là, Alice Adair, qu'elle elle a joué dans quelques petites affaires, des épisodes un peu partout. Là, puis finalement, ben, je pense qu'elle a arrêté là, avant les années 2000 là, comme actrice. Elle n'a pas fait grand-chose. Mais c'est ça. Fait qu'en tant que telle, là, elle va être quand même un peu importante dans l'histoire aussi. Elle va avoir un peu la même fonction que Jenny. Là, dans le fond, elle va l'aider à avancer là, toute l'enquête là, pour finalement trouver là, toute la conspiration là, de toutes les crimes de l'alphabet, puis tout ce qui se passe en arrière de ça là, pendant tout le film. Fait que suite à tout ça, dans le fond, là, tout est pas mal établi. Là, on est rendu à peu près à 25 minutes du film là, où Axel là, il débarque à Beverly Hills là, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là, dans le fond, là, pourquoi que Bogomil, là, ben, il n'a pas été abattu, là, mais il y a eu une tentative de meurtre sur lui, mais il est en mauvais état. Puis c'est ça dans le fond, il va, ça va refléter pas mal là, la scène là, dans le film de 84 où il va se promener à Beverly Hills, puis là, il va tomber, là, il va arrêter dans le premier film il arrête à un hôtel, mais là il arrête ou une maison en construction. Puis là, il va sortir n'importe quoi là, dans le fond là, pour réussir à pouvoir comme prendre la maison gratuitement. Là, il va faire croire au constructeur que les plans ont changé, puis tout ça. C'est-tu possible? Je pense pas. Là. Rendu là, c'est à peu près impossible là, que le constructeur, à quelque part, il a les mauvais plans ou quelque chose de même là, qui ne revienne pas le lendemain là, ou quelque chose de même. Au pire, sur le coup, OK. Mais en tout cas, c'est juste une question là, de faire de la bullshit, puis trouver ça un peu drôle. Puis c'est correct, là, ça me dérange pas. Je suis peut-être allé un peu fort là, tantôt là, en disant que ça sent tout le temps là, un peu le recyclé, mais il y a des fois quand même, je trouve ça drôle un peu. Là, mais il n'y en a pas autant qui vont me faire rire autant que dans le premier film. Là, c'est ça un peu, c'est ça qui arrive. C'est que c'est comme un humoriste, là, quand tu vas voir un show, puis là, après ça, tu vas la revoir une autre fois. Puis des fois, ça m'est déjà arrivé, là, je me rappelle pas c'est qui, là, puis je veux pas salir n'importe qui, là, je pense que j'avais écouté le DVD là, d'un tel humoriste, puis que j'étais allé le voir live, il a refait le même gag, fait que, tu sais, c'est comme, je la trouvais pas vraiment drôle, là, quand, ça m'a fait sourire au pire, mais c'est parce que, c'était comme la même affaire, tu sais, je veux dire, il a peut-être changé quelques détails, là, mais, tu sais, c'était la même histoire, là, fait que, j'avais trouvé ça curieux là, de cet humoriste-là. Puis c'est un humoriste là, quand même connu. Là, il me semble que c'est en tout cas, quelqu'un que j'ai dans la tête, là, mais je veux pas le nommer là, pour parce que je veux pas salir, parce que je trouve que c'est un très bon humoriste, là, mais c'est ça. Fait que
il va avoir un manteau là, des Lions là, de Détroit. Puis, il va avoir le numéro 67. Là, mais à l'époque, là, il n'y avait pas de nom dessus. Là, il n'y avait personne qui avait le numéro 67. Là, fait que je pense qu'on ne voulait pas justement l'attribuer à quelqu'un là, pour ça. Puis c'est ça, avez-vous remarqué aussi, là, si mettons vous avez écouté le film là, avant, pour écouter le podcast, là, comment il y a des lunettes dans ce film-là? Là, je veux dire, c'est clair là, qu'il doit y avoir là, une promotion pour les lunettes. Là. Plus tard, on va voir, genre à peu près à 2 minutes d'intervalle, là, on va voir Rosewood porter les mêmes lunettes que Carla, là, Bridget Nielsen, elle va porter, c'est comme, c'est trop flagrant, là, les lunettes là, dans ce film-là, où on fait de la promotion, c'est sûr qu'il doit avoir, le film a coûté 27 millions à faire, mais, je veux dire, il doit avoir 7 millions probablement de données là, pour des lunettes là, dans le film aujourd'hui, je suis pas en promotion, je suis pas mal sûr de ça, là, en commandite. Puis, sûrement, je veux dire, en tout cas, je suis certain que c'est plein de commandites dans le film aujourd'hui, là, puis à commencer par les lunettes, là, mais sinon, c'est Playboy qui doit en avoir donné aussi, puis ça, je pense que c'est incestueux comme idée, là, juste la promotion de tous les projets du monde. Fait que, à la fusillade, pas la fusillade, là, mais quand ils sont allés voler là, à la bijouterie au tout début, je veux dire, en faisant toute la destruction, ils ont laissé des balles à terre, qui vont pour des balles de 44, mais qui ont été tronquées pour faire des balles de .308. Bon, je ne m'y connais pas en armes là, du tout. Là, fait que moi, un fusil, c'est un fusil, une carabine, c'est une carabine, puis un bazooka, c'est un bazooka. Ça ressemble à ça. Là. Fait que, je me connais grosso modo. Il y a des plus petits, des gros, des affaires de même, là, comme fusil, des affaires de même, là, mais c'est très standard un peu quand même là, comme savoir. Puis là, .44 ou 308, là, ça me dit absolument rien. Fait que, mais commence à enquêter. Puis là, comme par hasard, c'est juste pour essayer de trouver une raison, je pense, pourquoi ils doivent enquêter ensemble, parce qu'ils savent que l'équipe à lutte ne marche pas. Là, c'est comme du hasard. C'est pas quelque chose qui est comme enquêté. Là. C'est comme du hasard. Ça m'écoeure un petit peu, par contre. Parce que là, bon, on veut s'en aller vers un sketch. Je comprends ça. Je veux dire, trouver tous des endroits, puis les situations. Puis après ça, on fasse un sketch là, qu'on s'amuse. Des affaires de même. C'est correct d'un côté. Au pire, je vais en laisser passer, mais il y a une couple de fois, là, c'est comme ça. C'est comme la finale, là, c'est comme un hasard aussi. Fait que, après un bout, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On fait juste avancer, puis il n'y a pas vraiment de... comme j'ai dit dans le premier film, ça ressemblait beaucoup à ça. Mais l'autre côté, je n'étais pas vraiment concentré là-dessus, parce qu'en même temps, Eddie Murphy était en forme dans le premier film. Il voulait se démarquer. Pas qu'il n'est pas... il était en forme dans le film aujourd'hui, mais il n'y a pas le feu qu'il y avait autant dans le premier film. C'est comme ça se voit qu'il est en train de, comme on dirait, réciter quelque chose que autant que ça avait l'air d'être plus improvisé dans le premier film, mais là, la blague elle s'en vient peut-être déjà là, essoufflée. Là. C'est ça que je ressens là, du côté d'Eddie Murphy. Ça a l'air que sur le plateau, là, il était un petit peu plus... il commençait à être populaire, fait que il y avait un peu plus d'exigences d'affaires de même. Là. Peut-être que on voit que le succès, peut-être il enflait la tête un peu, là, mais bon. Mais c'est ça, Taggart il arrive, il dit parce que là, Axel il dit là, les balles, c'est beau, j'en ai volé une là, dans l'évidence, puis après ça, on va checker là, les armuriers, là, puis là, comme par hasard, Taggart il dit je connais un armurier, là, Ross Fielding, là, qui est pas trop loin du site, fait qu'on pourrait aller le voir, pourquoi lui, je veux dire, mais pas me dire qu'il y a juste un armurier là, à Beverly Hills, là, j'y crois pas, là. Mais bon, on s'en va, la première place, c'est là qu'on s'en va, puis ça tombe à bonne
sais, vraiment la bonne affaire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est-tu des bons policiers parce qu'il y a un flair, quelque chose de même, là, tu sais. Bogomil arrive, là, puis il parle de Rosewood, là, qui a un flair, là, pour le FBI, des affaires de même, là, au début du film, là. Mais, tu sais, en bout de ligne, tu sais, justement, ils ont besoin d'avoir du FBI, des affaires de même, là, tu sais. Je sais pas si c'est une bonne idée, rendu là, ou si, justement, tu es en train de montrer qu'ils sont pas capables d'avoir les compétences, tu sais, qu'ils font affaire à d'autres mondes. Ils sont ouverts là-dessus, là, en tout cas. C'est ça un peu. Tu sais, l'autre côté, c'est correct au début, je me dis, bon, ben, tu sais, au moins, il n'y a pas d'orgueil à quelque part, il frappe un mur, ben, tu sais, il va voir l'FBI. Souvent, dans les films policiers, ben, tu sais, chacun veut sa jurisdiction, en tout cas, je l'ai mal dit encore, mais ça va être la version officielle pour aujourd'hui. Mais... ils veulent tout avoir, tu sais, ils veulent pas que tout ça mêle l'FBI, puis les affaires de même, les policiers veulent garder leur enquête, puis l'FBI veut se mêler de tout ça, puis en tout cas, on fait tout le temps les affaires, là, puis là, en tout cas, c'est juste drôle un peu la manière c'est apporté, là, qu'il n'y a pas de conflit là-dedans, tandis que là, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est juste un flair, comme par hasard, il nomme telle personne, puis c'est la bonne place, là, tu sais, il n'y a pas d'enquête pour se rendre là, puis c'est ça que je trouve plate un peu, là, tu sais, c'est niaiseux, là, d'avoir juste trouvé une manière, là, que justement, on rapporte ça, tu sais, à Russ Fielding, fait que tu sais, là, il arrive sur place, on a un sketch là, où Kelly Murphy arrive avec son sac de vitamines là, qui était à... Tu sais, Rosewood, il gardait un sac plein de vitamines sur son dash, là, tu sais, je veux dire, en plein soleil, tout ça. Je sais pas, ça doit pas être très très bon, là, rendu là, s'ils doivent plus goûter, ben pas goûter, là, mais ils doivent plus être bien efficaces, là, en tout cas, c'est ce que je me dis, là, c'est plein soleil à Beverly Hills. Il nous le montre là, depuis 2 films là, que c'est toujours beau à Beverly Hills. Fait que il arrive, puis il fait comme, tu sais, je veux dire, il arrive dans son sac en papier, qu'il y aurait quelque chose là, d'explosif là-dedans. Bon, comme je l'ai dit, c'est juste pour faire un peu d'humour, puis des affaires de même. Il arrive avec la secrétaire, puis essaie d'y prendre l'argent pour pouvoir repayer là, les vitamines plus tard. Tu sais, c'est un peu un petit genre de petite... thématique là, dans tout le film, là, où Axel va prendre l'argent de un pour l'amener à quelque chose d'autre, puis des affaires de même, là, pour repayer telle affaire, tout ça. On a ça, plus tard, il va trouver un 50$ qu'il va donner à... je me rappelle pas à qui donne, là, ça va probablement me revenir pendant le podcast, là, mais il va donner le 50$ qu'il trouve là, dans le camion blindé, puis évidemment, il va avoir un 200$ qu'il va prendre là, du comptable qui va leur donner à une fondation. Là, en tout cas, il y a tout un peu là, des affaires dans le même. C'est comme pour la maison, ils ne payent pas, mais ils trouvent une manière de comme pas faire une scène, mais en même temps de comme utiliser tout un peu. Peut-être donner au suivant quelque chose de même. Là, mais bon. Fait que ils ont comme une... ils arrivent là où l'armurier, là, c'est un club de tir. Puis je comprends pas, puis j'aurais aimé ça avoir quelque chose de clair qui dit qu'est-ce qui se passe dans la chose de tir. Parce que on voit tout le monde avec des pointeurs laser, mais le monde, quand il tire dessus, c'est quoi ça fait? Parce que on voit que les armes, ça l'explose. Je veux dire, il y a de la fumée qui sort, mais je sais pas, c'est comme des balles à blanc, mais qui envoient un signal pour dire que ça tire correct. C'est ce que j'imagine, parce qu'il n'y a pas de trou, parce qu'Axel, lui, quand il arrive et il sort son fusil, ben, ça fait un trou là, dans la toile. Ben, c'est ce que j'imagine, mais j'aurais aimé ça le voir, à quelque part, là, que c'est ça qui arrive. Qui tire, puis il n'aime pas ça, que ça soit juste un point rouge, puis qu'il n'y a rien qui sort vraiment, là, fait que, qu'il fasse une niaiserie, comme qu'il essaie de se tirer dans la main, là, ou quelque chose de même, puis que ça marche pas, là, je veux dire, en tout cas, c'est... juste pour faire le nono, ben, il va tirer avec son fusil, là, puis, parce que tout le monde est comme apprenti alentour, là. Fait que, tu sais, bon, pour savoir qu'on est sur la bonne piste, ben c'est là qu'on va revoir Bridget Nielsen là, qui va arriver, là, puis, tu sais, dans le fond, on va démontrer qu'elle est super grande, là, puis, tu sais, ça m'a fait faire une recherche sur Hollywood, la grandeur de tous les acteurs pour le fun, puis... Bon, moi, je suis 5-10 à peu près. Là. Je n'ai jamais sorti de galon, là, mais je sais que c'est à peu près ça. Là. 5-10, c'est... et 2-8, là, mettons. Je sais pas, j'ai aucune idée. Puis, je me dis,
elle, je pensais qu'elle était vraiment, vraiment grande là, en tant que telle. Ben, elle a eu le record Guinness, je pense, de la plus grande actrice là, pendant une couple d'années. Là, je veux dire, à 6 pieds 1 en tant que telle. Là, je t'assure que par mentalité en tant que tel, j'étais sûr que tous les acteurs étaient quand même au moins 6 pieds. Les affaires de même, là, ben, pas tout le monde. Là. Faut s'entendre, je sais que Tom Cruise est 4 pieds 2, là, quelque chose de même, là, mais plus que ça, mais vous comprenez. Puis que, tu sais, comme avec à côté de Nicole Kidman, je sais qu'il était petit, mais moi, je me suis dit, mais je pensais qu'il était 6 pieds 6 ou quelque chose de même, mais tu sais, et 6 pieds, 6 pieds, je pense, ou 5 pieds 11 ou quelque chose de même. Honnêtement, là, je savais pas que je pensais qu'il y avait plus que ça. Là, je pensais que tout le monde était plus grand que ça. Fait que Eddie Murphy, je pense qu'il est 5 pieds 10. Dans le fond, il se tient sur ses bouts de pied là, pour être plus grand, mais bon, je veux dire, peut-être je côtoie du monde là, qui sont tous mon beau-frère, une fois de temps en temps, je mentionne, il doit être 6 pieds 1, quelque chose de même. Là. Puis tous mes amis sont. Je pense que tout le monde est plus grand que moi, pareil. Là, on 6 pieds là, dans ces eaux-là. 5 pieds 11 peut-être. Là, mais c'est ça. C'est en tant que tel, là, c'est une rumeur hein, en tant que tel là, de Hollywood. C'est peut-être juste mon point de vue, là, tu sais, puis je veux dire, si vous êtes 5 pieds 5, là, j'ai aucun problème avec ça. Si je vous vois dans la rue, je vous côtoie quelque part, il n'y a pas de problème, j'ai aucun jugement, je veux juste bien dire ça, clairement. Mais c'est ça. Je veux dire, en tant que tel, là, je m'attendais à du 6 pieds 6, puis des affaires de même, là, puis, tu sais, que même Eddie Murphy, je pensais peut-être qu'il était plus grand que ça, là, mais en tant que tel, puis au pire, je pensais que justement, ils ont essayé de jouer avec ça, pour que qui était peut-être la même grandeur, mais pour peut-être la mettre en valeur, quelque chose de même. Là, je pensais qu'elle allait jouer avec ça, mais c'était pour ça. Mais oui, elle est vraiment plus grande que lui, mais c'est ça. En tout cas, tout le monde est plus petit en tant que tel à Hollywood que la croyance. En tout cas, c'est un film qui met ça un peu en valeur, là, mais c'est là qu'on a là, comme la grande tête, là, le Victor McClelland du film aujourd'hui, là, le personnage là, de Maxwell Dent, qui est joué là, par Jürgen Proudnov, que je connais pas vraiment, là, en tant que tel, c'est un acteur qui avait une bonne carrière, là, bonne carrière, je veux dire, il est la tête d'affiche d'une couple de films, là, il avait joué dans Dune 84, il avait joué là, dans le film The Boat, là, c'était le film je pense qu'il l'a rendu connu. J'ai vu Dune, mais j'ai pas vu l'autre film, là, en tout cas, il y a une présence quand même, puis, tu sais, ce matin, j'ai à classifier, dans le fond, là, les vilains là, des deux films. Là, oui, j'aime bien Victor, là, peut-être dans toute qu'est-ce que. Comme toute la renommée alentour de l'acteur, là, comme je parlais de Rambo 2, que c'était le méchant dans ce film-là, puis il jouait dans un James Bond, OK. Mais pour le film là, en tant que tel, là, je pense que le duo qu'on a aujourd'hui, je les préfère en tant que tel. Ils sont plus vilains, ils sont plus sont plus là pendant tout le film. Bridget Nielsen, elle, je pense que c'est plus elle qu'on veut montrer. Là, à partir de ce moment-là, ils sont pas mal tout le temps en duo, ils sont pas mal tout le temps ensemble. Là. Je trouve qu'ils paraissent mieux que Victor et Zach dans le premier film là, en tant que duo. Là. Mais je les aimais quand même. Là. Mais ils étaient plus comme genre vilain dans le premier film. Pas qu'ils sont plus 3D, là, parce que là, c'est eux autres, ils veulent juste l'argent, là, puis à la fin, ils veulent juste comme tout tuer alentour, puis ramasser l'argent, puis se sauver au Costa Rica, je pense. Mais son carton un peu, mais pas aussi carton. Un carton plus épais, là, que dans le premier film. On peut s'entendre là-dessus, peut-être, là. Fait que là-dedans, là, il y a comme une autre personne qui se mêle à ça. Là. On a le personnage là, de Kane que lui, dans le fond, là, il va porter là, comme le chapeau en tant que tel. Là, tout ce qu'ils veulent faire, là, c'est
comme trouver n'importe quoi. C'est un peu comme Lutz, que dans le fond, là, il cherche comme un bouc émissaire, là, puis chaque fois qu'il se passe quelque chose, bon, mais c'est un peu comme sa faute à lui. Là. Au début, ben, le vol à la bijouterie, ben, tout a été comme planifié, mais là, tout d'un coup, ben, s'il a laissé des traces, c'est à cause que lui a fait affaire à monsieur... à Ross Fielding pour les munitions, puis qu'il apporte que Eddie Murphy est là dans en tout cas, c'est ça un peu que ça fait que c'est un peu n'importe quoi. Là, c'est comme ce film-là essaie d'avoir plus profond que dans le dernier film. Puis je l'apprécie d'un côté qu'il essaie d'aller chercher quelque chose, une petite saveur différente que le premier film, mais ce qu'il essaie de plus approfondir n'a pas de sens. C'est comme ça tourne dans le rien. Puis c'est ça que ça m'écœure un peu. Là, je me sens perdre mon temps dans ces scènes-là. C'est comme ils veulent essayer de montrer là, le méchant gros diabolique que lui, il y a grosse planification. Puis je veux dire, c'est une grosse tête de mafia quasiment. Mais en bout de ligne, tu te rends compte que c'est tellement nono que ça perd tout. Là, la crédibilité, ça vient plus carton rendu là. Fait que dans le fond, Kane va être envoyé. Là, il vous dit bon, ben, à cause que tu as fait une erreur, là, tu vas essayer de tuer là, le policier là, pour essayer de les enlever là, sur notre piste. Ben, tu sais, Carla, elle, là-dedans, là, elle, elle a essayé de tuer Bogomil, puis ça n'a pas marché. Puis, tu sais, dans le fond, ils s'en foutent, là, tu sais, mais c'est ça. C'est rendu là, c'est comme... ben, c'est un couple, tu sais, quelque part, là, il y a peut-être une faiblesse, là, pour Madame Nelson, là. Fait que, tu sais, scène encore recyclée du premier film, là, pour une... on se ramasse dans un bar de danseuse, là, que dans le fond, on va apprendre qu'il est géré, là, par Dent. Mais tu sais, dans le fond, ça l'a comme à rien. Ça sert absolument à rien. C'est juste un commerce qui a comme un lien avec, mais en bout de ligne, ça donne à rien. C'est juste une question là, de voir des scènes dans le film, là, comme dans le premier film. Là, c'est de donner une excuse. Ça me fait penser un peu. Bon, OK, dans le premier film, on n'avait pas donné là, d'histoire d'amour là, avec Axel dans le premier film. Là, dans ce film-là, est-ce qu'on aurait pu faire ça? OK, c'est bon, on a décidé qu'on le faisait pas. Est-ce qu'on était obligé de ne pas le faire dans... Je sens que, tu sais, on veut essayer de rapporter trop la même affaire du premier film que peut-être on aurait pu essayer d'avoir un flirting ou quelque chose de même. Je dis pas d'avoir, ben, tu sais, toute l'histoire au complet, mais tu sais, qu'on ait peut-être un petit quelque chose. Tu sais, un personnage qui se rajoute à eux autres, tu sais, en tant que... tu sais, pour les rajouter qu'il soit... tu sais, qu'il y ait deux équipes, que tu sais, peut-être je sais pas quoi, là, ou que justement Taggart, là, ben, il soit avec sa femme, puis tu sais que Axel et Rosewood travaillent ensemble, quelque chose de même que deux équipes. Des affaires de même, c'est sûr que la grande star, Eddie Murphy, veut probablement aussi garder la tête d'affiche, là, mais sauf que on voit quand même qu'ils sont vraiment trio, là, quand même. Là, sont tous importants ensemble là, en tant que trio, là, comparativement au premier film où Taggart et Rosewood étaient plus séparés. Là. Mais on va essayer de peut-être faire un petit peu plus un duo avec Rosewood et Axel. Fait que après avoir ben tu sais au club de aux danseuses dans le fond là, il y a comme une transaction là, en tout cas où dans le fond c'est le lien là, avec le contrebandier d'armes là, Nick Tomopoulos qui est joué là, par Paul Gifford là, que en tout cas moi je le connais là, de CSI là, qui il a commencé à jouer là-dedans là, à peu près 15 ans plus tard. Puis ça fait tellement drôle de voir cet acteur-là avec une... Pour moi, là, je le vois avec une perruque blonde. Là. Je veux dire, il a comme la même face, mais qu'il a les cheveux blonds. Là. C'est vraiment étrange. Là. Mais il a le droit d'être blond. Là. C'est lui. Là. Mais je trouve que c'est parce que moi, c'est ça. Je l'ai vu un peu plus vieux. Puis qu'il y avait... il n'y a plus de cheveux. Il n'y a plus bien de cheveux. En tout cas, il cale beaucoup. Là. Pas autant que moi, là, je veux dire, moi c'était un peu précoce mon affaire, là, mais bon. C'est ça, fait que quand ils sortent de là, ben il y a une fusillade, puis c'est là un peu, je veux dire, à chaque fois que je vois, là, on commence à tirer n'importe où dans la rue, tu sais, il y a des passants qui passent, tu sais, ça monte un peu, j'ai laissé
sous-entendre ça un petit peu là, au dernier podcast, là, que il y a une poursuite qui s'en vient un peu plus tard, là, où on se promène là, dans les rues de Beverly Hills, puis on s'en fout de la sécurité publique. Puis ça commence là, je veux dire, on tire, puis il y a juste du monde pas trop loin, puis c'est... Bon, OK, on est en 87. Je sais qu'à cette heure, on fait plus ça. Puis, je veux dire, peut-être que je suis têteux. Là, ça se peut aussi. Mais je trouve ça, je me dis, si je me promènerais dans la rue, puis j'ai un policier qui est supposément bon, mais tout d'un coup, on me tire à côté. Je comprends que c'est des bons, puis que il me touchera pas. Là, je veux dire, ça va me toucher là, entre les deux oreilles. Ben, pas entre les... à côté des oreilles plutôt, puis ça ne pourra pas me toucher les cheveux, bien sûr, mais il n'y aura pas de problème, il ne va jamais me tuer. Là. Ça, je le sais, là, parce que dans ce monde-là, ils ne vont jamais tuer ou blesser gravement un civil. Là. Ça, je le sais, mais ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est cool, ça a de l'air. Là, je veux dire, on tire partout, bing bang, tout ça, on sort, puis il y a plein de voitures alentours qui se font démolir, des affaires de même, là, puis la Trans-Am qui sont dedans, là, ben, elle va capoter, puis ben, même là, on voit le résultat de une Trans-Am, Camaro, je sais pas trop quoi, là, qui est comme rentré dans un poteau, puis c'est comme le résultat de tout ça, mais au moins, mettez-le, on a le réalisateur du film d'action par excellence, là, de Top Gun, qui est là, puis vous ne mettez pas un char qui capote. Je veux dire, c'est comme il rentre, puis dans un poteau, quelque chose de même, il se ramasse sur le côté, puis c'est ça. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Rendu là, ils vont laisser... on a vu un carton d'allumettes que je pense que c'est Kane qui l'a donné au conducteur là, de la Camaro, puis là, que finalement, il est laissé à terre, puis qu'Axel va ramasser. C'est un petit peu n'importe quoi rendu là. Il trouve un carton d'allumettes, trouve vont prendre l'empreinte dessus pour finalement les amener à Kane, des affaires de même. Bon, OK, c'est de l'enquête, des affaires de même. OK, ça peut aller, là, mais bon, c'est n'importe quoi. Honnêtement, là, c'est n'importe quoi. On nous a comme montré. As-tu besoin de des allumettes? J'ai des allumettes. Je te donne des allumettes. Je veux dire, les allumettes vont être très importantes tantôt. Là, je veux dire, mais les allumettes, là, il faut que tu les vois, les allumettes. Là, fait que c'est bon. C'est juste pour qu'on puisse comprendre. Là, mais bon. Ça, dans le fond, il se ramasse là, à la maison là, de Rosewood, puis que là, on voit que c'est un fan de Rambo, là, je veux dire, il veut probablement plus être dans le lit à Rambo que Bridget Nielsen, elle veut être dans son lit, là, c'est ça, quelque part, là. Mais, il ne faut pas oublier Rambo 2, ben c'est ça, on avait un peu comme dans le cercle incestueux, ben on a Steven Berkoff qui jouait aussi, là, dans le fond, c'est comme un genre de caméo, peut-être, là, de Steven Berkoff qui est là-dedans, puis... puis il y a un poster de Rambo puis un poster de Cobra dans sa maison, là. Fait que, on fait comme la promotion de nos produits, là. C'est comme, bon, à la toute fin aussi, là, il est rendu tout... Rambo, à quelque part, avec son bazooka, puis, toute la dernière séquence, là, est pas mal là, tirée quasiment de Rambo, là. Mais bon, fait que... on voit là, que, puis, comme quand je jouais avec mon cousin, là, dans le premier film, là, Rosewood, puis, fait que je me dis que si moi et mon cousin, on se disait, là, on joue aux flics de Beverly Hills, ben, on avait des fusils, je tripais fusils là, quand j'étais jeune, là, je devais avoir à peu près, là... je dis que je m'y connais pas en armes, mais oui, j'en avais des fusils, là, on jouait tellement aux fusils là, quand j'étais jeune, là, des carabines, des mitraillettes, des affaires de même. Pour moi, c'était toujours mitraillette ou fusil, là, on s'entend, là, mais toutes sortes de modèles, tout ça, je devais en avoir à peu près une vingtaine, là. Pas juste des fusils à l'eau, tous des fusils qui ont l'air de toutes sortes d'affaires, tout ça, là, en tout cas, j'aimerais ça revoir ça, là, honnêtement, je sais pas, ben, évidemment, j'ai tout peut-être jeté ça ou envoyé ça aux pauvres ou quelque chose de même, là, mais, en tant que tel, là, je sais pas où je voulais en venir avec ça, là, oui, c'est ça, le fusil à Rosewood, je veux dire, si, mettons, on voulait faire Rosewood, ben, on sortait super le plus
petit des fusils qui existaient parce que Rosewood était comme reconnu avoir un petit fusil. Puis, tu sais, je me rappelle même, j'en avais un fusil à patard là, qui était quasiment aussi petit. Là. Fait que, tu sais, quand on était Rosewood, ben, tu sais, on prenait le petit fusil, le petit patard, là, tu sais, en tout cas, il était hot, il était en métal, tout ça. Dans ce temps-là, là, tu sais, on mettait pas des fusils ben en couleur, là, tu sais, il y avait l'air de des vrais fusils, là, tu sais, des fois, là. Fait que, tu sais, puis trippé, là, dans le fond, là. Fait que, mais c'est ça, tu sais. Mais là, dans ce film-là, pour moi, ça s'est ramassé, là, d'un côté, ben, tu sais, comme je dois pas être le seul, là, moi et mon cousin qui s'est rendu compte de ça. Fait que, là, tu sais, dans ce film-là, ben, tu sais, on fait comme un peu l'inverse avec Rosewood qui a évolué, puis il dit, hey, non, c'est pas vrai que vous allez me voir avec, j'ai pas un petit engin, j'ai un gros engin, peut-être, là. Je sais pas s'il y a un genre de métaphore avec ça, je sais pas, là, mais on voit que même dans sa maison, là, il y a plein de fusils en arrière de sa porte, là, il est rendu qu'il tripe fusil à fond, là. Plus tard, on va le voir avec un gros magnum, là, ben, je pense que c'est un magnum, là, moi, quand c'est un gros fusil, là, puis en même temps, ben, il va dire, il va mentionner Clint Eastwood et Dirty Harry, là, fait que, je me dis, bon, c'est probablement un magnum, là, je sais que Clint Eastwood est reconnu pour... Ou Dirty Harry est connu là, pour son magnum. Là, fait que c'est tout joué un peu ça là-dedans, là, mais bon. C'est correct. Là, je veux dire, il y a eu comme un avancement pour le personnage quelque part, puis il est devenu un peu une caricature rendu là. Puis c'est ça, fait que ils vont continuer leur enquête, puis ils vont infiltrer encore là, le club là, de tir, puis ça va comme les amener là, à comme peut-être le plus gros coup. Là. Dans le fond, tout l'alphabet là, a rapport. Là, le A pour Adriano, je pense là, que la boutique elle s'appelle là, au début, là, la bijouterie. B pour Bogomil. C pour centre Banking Central, quelque chose de même. Là, je ne suis pas trop Department... je sais pas, Center, en tout cas, je sais pas trop quoi, là, mais c'est pour la Banque fédérale, quelque chose de même, là. Central Reserve, je pense que c'est Central, je sais pas. Mais c'est ça l'amène à la prochaine place, là, dans le fond, là, où ils vont braquer là, pour pouvoir aller rechercher l'argent. Là. Mais tu sais, ils rentrent de là, puis tu sais, où Axel va sortir une gomme, puis tu sais, puisqu'on va nous marteler le fait qu'il a déjà été... qui avait un passé un peu criminel, mais en tout cas, ils nous martèlent ça, là, comme qu'ils ont fait au tout début là, du film là, la semaine passée, là, le film de 84. Puis, tu sais, je me dis, il dit qu'il reste une gomme sur lui, puis il va en donner la moitié à Rosewood. C'est comme, puis il le met dans ses poches. C'est comme tu veux une gomme, je veux dire, achète-toi ça en une gomme. Là, je veux dire, tout le monde a de la gomme. Là, je veux dire, c'est comme, OK, ben, il mange pas de gomme, fait que il va prendre une moitié là, d'Axel, mais Axel ne s'en sert pas de sa moitié de gomme. Là, je veux dire, il fait juste comme montrer son truc, puis puisque, je veux dire, Axel montre tout à Taggart et à Rosewood, ben, il lui montre comment désactiver un système là, qui est un système d'alarme là, qui est géré là, par un système magnétique. Là. En tout cas, c'est nono, là, mais c'est ça. Encore une fois, là, il faut trouver quelque chose à Axel là, pour montrer là, qu'il est plus compétent là, que la police là, de Beverly Hills. Fait que nos méchants là, du crime alphabétique, là, je sais pas trop quoi, là, eux autres, ils vont voler là, la réserve fédérale, puis, dans le fond, on a notre trio là, qui part en voiture, puis, on n'a pas vu, je pense qu'on n'a jamais vu Axel conduire, là, puis, dans le premier film, là, c'était tout le temps Johnny qui conduisait, puis dans ce film, ben, on l'a vu conduire, mais je veux dire, pour faire une poursuite, c'est pas arrivé, là, je pense, dans le premier film, puis ça arrive pas plus là, dans le film aujourd'hui, là, mettons, c'est Rosewood qui conduit.
Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est de conduite frénétique. Puis comme je dis là, c'est comme ça met en danger là, du monde en tant que tel. Puis dans mon livre à moi, c'est juste l'argent. Là, en tant que tel. Là, moi, je me dis, je suis en train de conduire ma voiture, puis là, tout d'un coup, on va me percuter, puis tout ça, juste pour sauver de l'argent. Là, je comprends que c'est des milliers, puis même aux États-Unis, là, je pense que tu vas. C'est un crime là, contre l'argent. Ben, de toute façon, même au Canada aussi. Là, genre, tu voles de l'argent, là, c'est quasiment comme si t'es pire qu'un meurtrier. Là. Mais c'est ça. En tout cas, en tant que tel, comme je dis, je suis peut-être têteux. Là, mais c'est le fun de voir des voitures. Mais je me suis dit. Dans toutes ces scènes-là, puis même quand Rosewood va prendre le camion de ciment, là, puis il va détruire plein de voitures. Je trouve ça vraiment le fun. Dans le premier film, ça l'allait. Je pense que c'est un parallèle qu'on veut faire avec le premier film, là, avec la vanne au début du film là, qui brise plein de chars. Là, puis c'est bien le fun à voir dans le début du premier film, mais le conducteur, il est, c'est un vilain. Là, c'est un méchant vilain parce que c'est un contrebandier là, dans cette mentalité-là. Mais Rosewood, qui est supposément un bon gars, ben, qui va comme tous des innocents au travers, là, qui va briser plein de chars, puis plein. Je suis têteux, je sais, mais je me dis, à quelque part, c'est pas un bon gars rendu là, tu sais. Je comprends qu'ils peuvent rire de ça un peu, là, mais tu sais, c'est le genre d'affaires là, qui passe plus aujourd'hui. Là. C'est sûr que, tu sais, justement, on pense un peu trop comme moi. C'est à cause de moi, le méchant vilain du monde comme moi, qu'on fait plus ça à Hollywood. Faut le dire. Mais bon, fait que. Ils vont. Puis, tu sais, je pense qu'honnêtement, là, quand on parle de la poursuite avec le camion de ciment, là, ben, tu sais, ils poursuivent un camion blindé. Puis, il y a un gars qui n'a pas le temps d'embarquer dans le camion. Puis, la porte est ouverte. Puis, il reste accroché à la porte. Puis, ça fait penser à Eddie Murphy, justement, au début du premier film. Puis, je pense que, tu sais, c'est comme un peu un repère visuel. C'est tout le temps des repères visuels ou des affaires de même pour nous rappeler du premier film. Puis, ça me chicote. Tu sais, je veux dire, écouter les deux films puis les analyser, là, je pense que ça me chicote le fait que, je veux dire, on veut tout le temps nous rappeler le premier film, mais qu'on n'était pas obligé de nous rappeler le premier film, tu sais, je veux dire, juste avoir le film d'aujourd'hui, c'est peut-être non intentionnel, là, celle-là, là. C'est peut-être moi qui vois trop au travers, là. Ça, c'est peut-être ça aussi, là. Mais c'est ça, fait qu'ils vont poursuivre le camion blindé, puis finalement, ben, ils vont le rattraper, mais le temps que, puisque Rosewood, là, il est ralenti là, par les policiers, des affaires de même, ben, ils n'ont pas le temps là, de vous les voir sortir, parce que les autres, ils vont réussir à se sauver, ils vont, comme par hasard, juste oublier 50$ là, qui restaient là, pour une raison ou une autre. Puis, c'est ça, ils vont se ramasser, dans le fond, ils vont suivre des traces à terre qui vont les amener là, au manoir Playboy. Là, ça a l'air, c'est la première fois là, qu'on filme à cet endroit-là. Est-ce que, ben, tu sais, c'est. Je pense que c'est une promotion, là, c'est clair. Là. Le valet à la porte, ben, tu sais, qui est clairement. C'était le valet. Je me rappelle la semaine passée, je pense que je trouvais pas le nom. C'était un valet. Le gars à la porte qui va porter les voitures, là. Qui est joué par Chris Rock, là, qui est, je pense, son premier rôle à l'écran. Puis c'est ça, tantôt aussi, je me demandais si s'en allait 50$, il s'en va comme pour boire pour le valet. Puis tu sais, c'est ça, Eddie Murphy fait une blague là, que, bon, ben, tu sais, de placer le camion citerne à côté de des limos. C'est un peu c'est le même genre de blague qu'il y avait là, dans le premier film. Dans le premier film, je l'ai trouvé drôle. Celle-là, ben, c'est comme tu veux refaire un peu le même genre de principe, un peu comme idée. Mais tu sais, je comprends que même moi, dans ma vie quotidienne, des fois, je fais les mêmes blagues, des affaires de même. Là, on est qui qu'on est là, en bout de ligne. Là, on fait, on se dit, bon, mais cette personne-là m'a pas vu avant. Fait que tu ressors une blague que ça fait genre 8 ans que tu dis à toutes les nouvelles personnes que tu vois, tu redis les mêmes affaires. Là. Fait que, même des fois au podcast, je sais que des fois, je radote un peu la même histoire. Mais pour moi, dans ma tête, je sais que
Vous êtes nombreux à me réécouter à toutes les semaines, mais vous êtes aussi il y a des nouveaux aussi. Fait que, tu sais, bon. Il y a un archive pour ça aussi, là. Mais bon, je le sais, c'est juste un peu tout le temps dans les mentalités que j'essaie de rapporter aussi, là. C'est pas parce que je veux me répéter, là. C'est plus dans le côté que aussi, des fois, juste faire allusion, là, savoir exactement de quoi je parle, là. Mais c'est ça. En tant que tel, là, ce que je veux dire, c'est que je comprends que Chris Rock, c'est pas le même valet qu'il y avait dans le premier film. Fait que, tu sais, s'il a dit la même blague, c'est quelqu'un de nouveau. Fait que lui, il l'a pas entendu. Vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais bon, ils partent de là, puis... excusez-moi, c'est de la promotion encore. Là, je veux dire, ça finit plus. Peut-être qu'elle a pris ces photos-là pour apparaître à la fin de l'année. C'est pas impossible, je sais pas, mais c'est clair. Là, j'ai pas vu le Playboy. Là, c'est drôle, pareil, qu'Eddie Murphy arrive et dit « Hey, Hugh, je suis un grand fan de ton magazine, puis tes posters centrales, tout ça. » Puis, c'est comme... Puis, tu sais, ben, en tout cas... Je vais laisser ça à ça ou quelque chose de même. Là, c'est quand même assez drôle qu'est-ce qui arrive puis qui dit là, en face là, de M. Hefner. Mais c'est ça. Comme je dis, j'ai pas vu la revue. Fait que tu sais, es-tu là beaucoup en promotion du flic de Beverly Hills 2? Probablement c'est la même année. Puis le film est sorti, je pense, en été 87. Mais, c'est ça. À quelque part, là, il devait peut-être tomber en vidéocassette là, sous peu, des affaires dans même. Là. Mais, tu sais, dans le temps, on faisait la promotion quand même assez longtemps d'un film. Puis, tu sais, c'était pas comme genre, c'est le film du moment, aujourd'hui même. Puis, tu sais, c'est juste aujourd'hui, là. Puis une fois, la semaine prochaine, ben, c'était quoi dans le film la semaine passée? Je ne m'en rappelle plus. Là, c'était pas sa mentalité-là à l'époque. On avait un temps au cinéma, on abusait de tout ça au cinéma. Puis après ça, on avait la vie en vidéocassette. On a peut-être même un bloc entre les deux pour après ça, comme rafraîchir ça. Puis ça n'existe plus aujourd'hui, là, en temps d'un mois. J'ai découvert un film que j'ai découvert, Ghostbusters. Je veux dire, je pense qu'un mois après, qui était déjà en vidéo. On pouvait déjà le louer. Là, je veux dire, en tout cas, j'ai fait le saut. Là, quand j'ai vu ça, là, je veux dire, je venais de le couvrir 2-3 semaines avant, là, puis tout d'un coup, bang! Capable de l'écouter en. Ben, je veux dire, je sais que ça fait des années, là, mais je suis encore en train de recomprendre ça. Là, je veux dire, je m'adapte pas à ça. Là, je trouve ça. Je comprends même pas le cinéma d'aujourd'hui, de toute façon. Là, pourquoi qu'on est si rapide, justement. C'est tellement rapide qu'on peut, en attendant, ben, aussi bien pas aller au cinéma. Là, je veux dire, on est en train de se saboter. Ben, eux autres sont en train de se saboter, eux autres mêmes. Là. Mais bon. C'est un autre débat pour le spin-off du podcast. Là, débat sur les actualités des pensées d'Hollywood, quelque chose de même. Là. Je sais pas. Podcast que je ferai pas, là, je pense. Mais bon, fait que ils vont, juste dans le fond, c'est juste pour avoir du sketch, puis avoir un peu de peau féminine, là, je pense, là, c'est plus, parce que c'est ça, en tant que tel, ça aurait fait du sens, là, tant qu'à moi, là, d'avoir un quatrième personnage là, du genre féminin, là, je pense qu'il se rajoute à ça, juste pour changer la dynamique un peu. Pas que j'aime pas la dynamique, mais c'est ça, c'est juste pour un peu rajouter. Fait que là, tu sais, comment qu'on rajoute ça? Ben, on rajoute ça en peau. Le bar de danseuse, le manoir Playboy. Fait que pendant cette scène-là, ben Axel va voler le portefeuille de Dent parce qu'il va comme le coller, quelque chose de même. Là. Puis il va avoir justement comme une référence un peu qui ressemble beaucoup à la scène dans le bar de danseuse dans le premier film où ce que Eddie Murphy faisait comme s'il était chaud puis là, pour approcher un des voleurs. Là, puis, en tout cas, c'est le même genre, c'est quasiment le même discours mot pour mot. Là. Mais il va voler son portefeuille pour comprendre que ça va l'amener à son comptable qui est Sidney Bernstein, qui est joué par Gilbert Gottfried, qui est un autre humoriste. Puis tu sais, ça paraît tout de suite. Puis c'est comme la personne n'est pas crédible dans le monde, là, dans cet univers-là. Tu sais, Eddie Murphy, il va faire des sketchs, puis
surtout dans le premier film, je trouve qu'ils paraissent plus réels. Tu sais, je veux dire, tu te dis juste c'est qui ce clown-là? Là? Tu vas te dire ça pas mal dans le premier film. Dans le film d'aujourd'hui, tu sais, comme peut-être avec comme le sac de vitamines, là, que c'est une bombe, là, c'est comme, tu sais, la secrétaire de l'endroit, là, elle se pose pas plus de questions que ça. Je veux dire, tu sais, c'est comme quelque chose de nucléaire, c'est quelque chose. Quelqu'un qui envoie quelque chose, il envoie pas ça dans un sac de papier, là. Tu sais, je veux dire, c'est du n'importe quoi beaucoup. Mais c'est une suite, on va en mettre plus, mais c'est littéralement du n'importe quoi, là, cette scène-là. Mais bon. Là, le comptable, là, je comprends, c'est un humoriste, puis dans le fond, il y a 2 minutes pour pouvoir faire son sketch. Dans le fond, Eddie Murphy et Gottfried, là, eux autres, ils ont improvisé là, en ce moment-là. Puis, quand on le voit prendre le téléphone puis commencer à crier comme à sa femme, des affaires de même, là, c'est n'importe quoi, là. J'enlève rien, M. Gottfried, je ne l'ai pas écouté, là. Puis soi-disant, là, j'ai dit que j'allais réécouter peut-être un show d'Eddie Murphy, puis je ne l'ai pas fait. J'ai manqué à mon devoir, ça a l'air. Je vais essayer d'avoir ça pour le prochain podcast la semaine prochaine. je vais essayer d'écouter le Raw, puis juste donner rapide là, mes pensées, voir si ça l'a changé un petit peu entre-temps. J'ai appris quand même que le show de Delirious que j'avais écouté a été très, très, très controversé. Là. J'ai appris ça par la file. Puis je suis pas surpris, en tant que tel, quelque chose qui passe pas, là, c'est ce que je disais la semaine passée. Je suis curieux de savoir, entre Raw, le Raw, je pense qu'il est sorti après, là, du coup, que je vais accéder sur YouTube, là. Je vais essayer de l'écouter, puis juste voir si, maintenant il a changé un petit peu, là, surtout, avec la star montante des affaires de même, là, du coup, je vais essayer de vous en revenir avec ça la semaine prochaine, là, puis, si vous pouvez faire... pour vos devoirs, là, mais si vous voulez l'écouter, mais en tout cas, je vais essayer de vous faire une petite critique là-dessus, là, rapide. Là. Mais pas que je vous conseille d'écouter vraiment Delirious. Là, si vous êtes un peu sensible, là, non, vous n'allez pas là. Mais c'est ça, fait que lui avec éventuellement ils vont réussir à rentrer dans l'ordinateur là, du comptable, puis savoir que qu'il y a d'autres actifs là-dedans. Puis là, en même temps, ils appellent la fille de Bogomil, qu'elle travaille en assurance comme par hasard, puis que là, ils savent que c'est sûr, il y a plusieurs affaires, puis que là, il y a des assurances qui ont été coupées, mais en bout de ligne, il reste juste un endroit qui est assuré, qui est un stade de course de chevaux. Fait que c'est la seule place qui est assurée encore. Fait que là, dans le fond, ils savent que c'est là qu'il va aller... il va aller voler, mais c'est ça. Ce que je peux comprendre, c'est que c'est un petit peu... Il y a de l'histoire qui est un petit peu grisâtre, là. Dans le premier film, c'était les... qu'est-ce qu'il faisait, là, comme dans les transactions, puis c'est quoi exactement, là, comment il s'est impliqué là-dedans. Puis c'est ce que je peux comprendre, c'est en bout de ligne, c'est que Max, il est en train de, dans le fond, voler ses commerces, puis que dans le fond, il réclame l'argent des commerces, puis en plus, il y a déjà l'argent qu'il a volé aussi, fait que il y a beaucoup d'argent, puis en bout de ligne, ces commerces sont en train de faire faillite, puis en bout de ligne, il veut prendre tout l'argent, puis à revendre, je pense qu'il va acheter de l'armement, puis après ça, les revendre pour 10 fois le prix, quelque chose de même, là. Fait que c'est juste une question là, d'argent, là, mais bon. Puis ça, c'est là où le personnage là, de Tom Opolis, là, qui est joué là, par Paul Gifford, c'est ça. Lui, en bout de ligne, c'est le gars qui vend les armes, puis ils les achètent à un tel prix, puis après ça, ils les revendent, puis tout ça. Ou s'ils les achètent d'ailleurs, puis en tout cas, c'est un petit peu grisard, comme je dis, là. Mais là, c'est ça. Fait que c'est la dernière étape, dans le fond, où ce que là, ils vont partir pour aller ou la course de chevaux. Puis, finalement, les autres, ils ont le temps de voler. Puis, de tuer le personnage de Kane. Mais, dans la dernière indice qu'ils ont laissé, là, ils laissent le A, le B, le C, le C, D. Puis, c'est ça. C'est l'endroit où ce qu'ils volent. Puis, avec en laissant le corps de Kane. Puis, il y a comme un message codé au travers. Avec l'enveloppe, puis c'est dans le fond, là, ils ont laissé ça plus facile, dans le fond, pour qu'on puisse, pour que la police puisse
elle a une mentalité là, de personne de 8 ans là, qui joue au fusil là, dans sa cour arrière, ben puisqu'ils pensent comme ça, ben ils sont capables de déduire que c'est Kane, le grand machin là-dedans, mais il a été tué ou il a été abattu pendant ben, quand ils ont essayé là, de voler là, tout l'argent là, pour la course de chevaux, mais c'est ça. C'est à quelque part, là, il y a Lutz là, qui essaie de faire un point de presse, là, puis de dire que là, finalement ils l'ont trouvé, il reste juste à aller trouver les personnes qui se sont sauvées avec l'argent, là, tout ça. Là. Mais c'est complètement n'importe quoi, là, ce point de presse-là. Là. Mais tu sais, là, c'est là, comme le hasard, que là ils attendent, là, sont en train de discuter là, dans le stationnement. Puis tout d'un coup, ben, ils voient de la vase à terre. Puis que, dans le fond, ça rappelle à Axel que quand il est allé là, chez Bogomil, il y avait les souliers de Bogomil qui étaient plein de vases. Là. Puis, tu sais, je me dis, bon, pour moi, Bogomil, il habite soit tout seul ou juste avec sa fille. Puis pour moi, c'est pas lui qui fait le ménage. C'est comme, il va courir, il met les pieds dans le vase, puis il rentre à la maison, puis il se secoue pas les pieds. Lui, il rentre, là, puis je veux dire, les pliés plein de boue, puis il met ça dans son garde-robe de même, là, tout ça. En tout cas, c'est pas lui qui fait le ménage, ça, c'est certain, là, mais je comprends pourquoi, là, il faut comprendre qu'ils sont anormalement sales, puis qu'ils puissent avoir un échantillon de la vase, tout ça, là, mais c'est n'importe quoi, là, je veux dire, c'est trop épais, là, ça n'a pas de sens, là, en tout cas, à moins qu'il est vraiment mal propre, là, puis en tout cas, il n'y a pas l'air de quelqu'un qui est si mal propre que ça, là. Fait que c'est ça, ils vont se ramasser là, comme à l'usine pétrolière là, de Dent. Puis, tu sais, pourquoi que ils n'ont pas été là? Tu sais, une fois qu'ils ont su qu'il y avait... tu sais, ils savent qu'il y a Dent en arrière de là. Non, je pense qu'ils sont sur les pistes. Je suis même pas... c'est pas mal tard là, qu'ils arrivent pour comprendre ces personnages de Dent, mais quand même, pourquoi ils ne sont pas allés voir un peu toutes les usines qui restent là, à Dent, là, savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Là. C'est sûr que tout comme ça enchaîne aussi, là, fait que ils n'ont pas le temps de se rendre à l'usine, mais c'est comme un hasard que ça ramasse là, elle a toute fin, puis que là, il y a comme une transaction en même temps, là. C'est comme un peu tôt du hasard, puis là, ben, c'est ça, tout le monde s'arme en bout de ligne, là, dans le coffre de Rosewood, il y a plein d'armements. Ça là, c'est un clin d'œil. Là, je pense au producteur là, Simpson, là, que lui, là, il avait déjà plein d'armes là, dans son coffre. Là, mais c'est ça, fait que ils vont. C'est comme un peu dans le premier film, là, où ils vont essayer d'infiltrer. Il n'y a pas de blague, là, de question là, d'essayer de monter là, un muret. Là, puis, en tout cas, il n'y a pas de ça, mais en bout de ligne, on a remplacé ça par le gros armement. Là. Il manquait juste la musique là, de Jerry Goldsmith, là, je pense, là, pour juste comme montrer qui s'équipe et tout ça. Là, il aurait pu faire ça, là, mais bon. Fait que ils vont posséder là, à arrêter là, tout ça. Puis qu'il y a une fusillade, des affaires de même, là, comme une finale là, de tous les films d'action là, des années 80. Ça va exploser beaucoup plus là, que dans le premier film. Mais ça reste quand même un peu, c'est comme 3 gars versus, je sais pas, il y a peut-être une 50aine de gars. Puis les gars vont comme éventuellement, ils vont se rendre. Je la comprends pas. Je veux dire, en bout de ligne, même Axel, il est même plus avec eux autres après un bout, il fait comme réussir à se séparer. Puis tu sais, c'est pas super énorme en bout de ligne, là, tu sais, il va se séparer de Taggart et de Rosewood. Puis c'est ça, je veux dire, Taggart et Rosewood sont là contre en face là, de 40 gars, mettons qu'il reste. Puis les autres vont se rendre. Je la comprends pas. Je la comprends juste pas. Là. Je comprends éventuellement, la police va arriver et tout ça. Mais il n'y a pas. Il n'y a aucune chance que des gars armés jusqu'aux dents se rendent. Là. C'est impossible. Là, mais je comprends que en bout de ligne, là, on veut garder plus l'idée là, que il y a une fusillade d'un bord, puis l'autre côté, Axel réussit à faire comme le combat final, le face-à-face. Dent, dans le fond,
il va embarquer dans une voiture, puis Axel va y tirer dans la tête. Là. Je trouve ça... il devrait avoir peut-être au moins un coup là, de côté physique. Là. Il aurait dû être peut-être se battre, au moins rajouter un petit peu plus là, que juste un coup de fusil dans la tête, puis après ça, ben que Carla, elle se fasse tuer par juste un coup qui vient de nulle part, là, que Taggart, là, il s'est pointé, puis là, il attire, mais je sais pas, il y aurait du besoin d'avoir un côté physique. Peut-être justement d'apporter une fille dans l'équipe, que tu sais, que bon, ça aurait été cliché, là, mais tu sais, fille contre fille, puis tu sais, des affaires de même, là, tu sais, au moins qu'il y ait quelque chose que juste que. Je trouve que ça finit, ça tombe à plat, là. C'est comme, bon, ben, c'est la finale, puis tu sais, je veux dire, Dent meurt, puis 30 secondes plus tard, et même pas, ben, tu sais, Carla, elle meurt, là, tu sais. Je trouve que, tu sais, comme qu'on les a apportés les personnages pendant tout le film, ben, tu sais, c'est comme ça finit assez rapide là, pour eux autres. Là. Je pense qu'il y avait besoin d'une plus grosse finale, là, je pense. Mais c'est ça. Mais pour ce qui est du restant, là, Rosewood là, qui sort un bazooka au travers de ça. C'est drôle un peu par contre parce que tout au long, Taggart, il est comme, il dit, voyons, tu sors de où ça, t'as le gros couteau, tout l'armement, tout ça, je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tout d'un coup, il trouve une boîte où ce qu'il dit, tu sais, t'as pas ça dans tes affaires, toi. Tu sais, Rosewood, il est là avec ses deux 12 et mains, tu sais, puis avec son trench, là, en plein été, là. Tu sais, en tout cas, c'est quasiment un clin d'œil au premier film, probablement, là. Mais c'est ça, tu sais, Taggart arrive et il dit, ouais, ben t'as pas ça dans tes affaires, puis là, tu sais, il sort des gros canons. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'en bout de ligne, quand on a la fusillade, ben ils se remettent à ressortir leurs armes de main, là, le pistolet qu'ils ont sur eux autres. Fait que, tu sais, je comprends pas tout à fait. À part Rosewood qui arrive puis qui va sortir un bazooka pour faire sauter là, toutes les armes, je pense, là, qu'eux autres, là, ils s'en allaient dans une vanne, mais tu sais, à part de ça, je trouve juste ça curieux. Tu sais, au moins, s'il y aurait eu, tu sais, je dis pas un Rambo 4, là, où il est assis là, en face d'un super gros méga canon, là, puis qui est en train de tuer toutes les contrebandiers, là. Je dis pas que c'est ça qui devait arriver, mais ça devait être quelque chose de similaire. Pas un gars avec un 12 qui doit tout le temps la repomper à chaque fois. Puis qui, en tout cas, je comprends pas encore comment que ça finit, là, mais c'est pas ça qu'il faut penser, honnêtement. Je veux dire, c'est juste qu'il faut comme se fermer le cerveau un peu dans ces scènes-là, là, puis c'est bon, ben, tu sais, finalement, ils ont réussi à les arrêter, tout ça, là. Fait que là, tu arrives, puis il est toujours en train de chialer, puis dire, ben là, tu sais, ce qui est, dans le fond, c'est pas son équipe. Fait que il y a un peu une jalousie là-dedans. Puis là, ben là, il veut mettre les autres dehors. Mais tu sais, le maire, il est tout le temps en train de suivre là. Il est tout le temps là. C'est comme, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Là. Évidemment, c'est, le maire va le mettre dehors. Puis, tu sais, ça finit là pour là. Puis, le maire dit, je m'en vais faire une telle campagne là, de levée de fonds. Tout ça. Puis, Axel va lui donner le 200$ là, que le comptable lui avait donné un peu plus tôt. Là. Puis, tu sais, en tout cas, c'est juste pour tout le temps redonner l'argent, les affaires de même. Là. Fait que ça finit pas mal là pour toute l'histoire principale du film. On va finir aussi avec l'histoire là, avec Jeff et Todd. Tu sais, pendant tout le film, ben, c'est ça. Jeff est là pour Axel. Là, il va l'appeler puis il va dire, ben là, tu sais, je veux dire, là, tu sais, sur. Ben, il va pas dire ça littéralement, là, mais il va dire, il y a quelqu'un qui va appeler Todd, puis il faudrait que, comme, trouver. Tu sais, dans le fond, que tu fasses semblant que tu es Todd, puis que tu dois. Ben, tu sais, dire des bonnes affaires, parce que sinon, là, ma couverture va être brisée. Puis, tu sais, bon, c'est correct ces scènes-là, là, où Jeff là, va rentrer dans le bureau à Todd, tout ça. Encore des références au premier film où Jeff avait dit, bon, mais tu sais, c'est pas mon casier, ça ici, là. Puis là, ben, il va dire, bon, mais c'est pas mon bureau aussi. Tu sais, c'est vraiment une référence au premier film tout le temps, pareil. Là. Tu sais, c'est comme toutes les scènes. Cette scène-là est quand même pas si pire, mais là, tu sais, c'est comme. Tu finis ça avec une autre référence au premier film que je trouve pas drôle. Puis ça, tu sais, je veux rappeler que les blagues, là, je m'en rappelais pas du tout. Là, ben, tu sais, il y a des affaires que je me rappelais, comme, tu sais, qu'Axel se promène avec le sac de vitamines. Des affaires de même, je m'en rappelais, mais qu'est-ce qu'il dit, je m'en rappelais pas. Je veux juste faire la nuance, ça.
Fait que c'est ça, tu sais, Jeff là-dedans, dans sa couverture, tu sais, qui était supposé conduire sous le volant, puis des affaires de même pour se cacher, mais se faire passer pour Axel, tu sais, dans le fond, c'est juste pour que la voiture elle bouge, quelque chose de même, qui reste pas là, dans le stationnement chez Axel. Mais tu sais, Jeff aussi, il a une job aussi, là, je veux dire, tu sais, il y a des enquêtes qu'il doit faire, tout ça. On suppose que, tu sais, il y a une fille qui doit être bien cool, là, que je pense qu'il fait, qu'Axel, dans le fond, il apporte en voiture, puis que, tu sais, dans le fond, il veut peut-être présenter à Jeff, mais tu sais, c'est juste pour le faire parler. Je pense qu'il veut comme s'amuser avec elle pas mal en masse, puis après ça, ben, tu sais, quand lui, il va être tanné d'elle, il va peut-être l'envoyer là, à Jeff, là. En tout cas, comme je dis, c'est un petit peu con, un peu, là, comment que Jeff est traité, là, mais bon. Fait que... c'est ça. Fait ce qu'on sait, c'est que finalement, la Ferrari elle a été crashée, puis tout le plan à Axel là, a foiré à cause de Jeff. Puis pour finir sur la même note un peu que pas mal tout le podcast, ben le film finit pas mal sur la même note que le premier film, où ce que Axel va quitter Beverly Hills, puis avant de quitter, ben on a Rosewood et Taggart là, qui viennent le voir pour une dernière fois. Ben là, il quittait l'hôtel, ben là, il quitte la maison. Où ce que finalement, ben, tout le long du film, il fait croire là, qu'il a comme emprunté la maison à son oncle. Puis, dans le fond, les personnes sont parties en voyage. Puis là, ben, ils reviennent en même temps. C'est comme un caméo là, du producteur là, Richard Tankin qui fait un caméo à cet endroit-là. Mais on va finir pareil comme dans le premier film avec une image gelée là, de Eddie Murphy qui se retourne de bord en faisant un sourire. Là. Mais c'est ça. Je veux dire, ça sent juste le cliché. Là, est-ce que j'aurais voulu, encore une fois, que peut-être, que, je veux dire, on le voit prendre la route puis retourner là, vers Détroit. Là, c'est ce que j'avais dit la semaine passée pour le premier film, qui était peut-être ma supposition que comment ça devait terminer là, dans le réalisateur. Mais là, on finit pareil sur le même plan. Bon, c'est ça. On veut essayer d'imiter le premier film, dans le fond, mais juste comme... refaire la même affaire, là, parce qu'on avait aimé le film de 84, ben, on doit aimer le film de 87 naturellement. Là. Alors, en conclusion, ben, bon... je me sentis beaucoup critique là, hein, dans le film. Ça, je vais dire ça. Là, je me sens comme Lutz là, en ce moment là, dans ma critique. Mais c'est ça. On a le produit qu'on a. Là, je veux dire. Mais je me suis-tu. J'ai-tu pas aimé mes deux visionnements là, du film? Non, je les ai quand même aimés. Là. J'aime quand même là, pour qu'est-ce qu'on a. J'aime revoir les acteurs, tout ça, mais en bout de ligne, ben, je mettrais ce film-là tout seul. Peut-être que justement, pas dans l'ombre du premier film, ça s'écouterait mieux que d'avoir écouté le premier film, puis tout de suite ma écouter le deuxième film. Non, en tant que tel, là, c'est là que je pense qu'il est un peu le problème aussi. Avoir 3 ans, un peu d'écart entre les deux films, là, c'est... je dis pas qu'on doit l'écouter à 3 ans d'écart, là, mais peut-être pas ça sert là, pour voir là, vraiment là, qu'on aurait écouté essentiellement là, la même affaire là, d'une semaine à l'autre. Mais c'est un film que j'endosse. Je l'endosse. Là. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que c'est un peu réchauffé. Puis il faut peut-être avoir oublié un peu les gags du premier film pour rembarquer. Là. Puis là, si mettons, on les a déjà eu la semaine passée. Ben là, qu'on en rembarque dans ce film-là, ben c'est comme on nous a dit la même affaire un peu. Là, fait que ça fait répétitif un peu. Mais c'est un film qui est peut-être mieux fait, point de vue technique. Les scènes d'action sont mieux faites. Là, on a un gars qui est plus... qui connaît plus un peu comment faire de l'action. Fait que, ce côté-là, je le trouve quand même le fun. Les méchants sont plus... je les trouve plus intéressants là, dans le film aujourd'hui. La musique ben, est égale pas mal au premier film là, mais c'est ça, je veux dire, on est le même compositeur, puis les tunes rock, ben, tu les aimes pas là, en tout cas ça s'équivaut en tant que tel là. Si je regarde ça objectivement,
personnellement, j'aime mieux la trame du premier. Là. Naturellement, je l'ai écouté plus, puis j'ai un peu un côté nostalgique, mais tu sais, je regarde ça, objectivement, ben, c'est pas mal similaire. Là. On a pas mal la même qualité en général. On est allé rechercher les mêmes affaires. Là. Mais tu sais, point de vue humour, tu sais, il y a une blague que j'ai pas. Tu sais, il y a un côté quand ils sont en train de faire l'infiltration à la toute fin, il y en a un qui dit. Il trouve un des gars là, qui est en train de surveiller le coin, puis il dit t'aimes-tu du rap? Puis tu sais, vous connaissez un peu ma pensée sur le rap, là, je veux dire, je trippe pas dessus, mais bon, c'est la manière qu'il fait ça. Puis tu sais, dans ma tête, c'est quasiment ça. Là, ben, je sais que le rap a évolué à partir de là. Tu sais, j'avoue pareil que j'écoutais du rap dans le temps. Je veux dire, j'avais bien aimé j'avais la cassette là, de MC Hammer. Je l'ai encore quelque part là, dans un tiroir. Mais bon. Ça va pour ce temps-là. Là, mais bon. Il arrive, là, puis il commence à répéter, là, puis c'est comme si c'était un nouveau gag rendu, là, je pense qu'il n'y a pas de référence, là, où il y a quelque chose, là, où il veut faire à croire quelque chose, puis finalement, il l'assomme, là. De mémoire, là, vite de même, là, il n'y a pas une référence directe, là. Je suis peut-être en train d'oublier quelque chose, là, parce que c'est tout le temps toute une référence, une scène remaniée, là. Mais c'est ça. Mis à part cette fois-là où je pense que je l'ai ri quand même, c'est celle-là qui m'a fait le plus rire là, dans tout le film. Ça tombe juste redondant. Fait que c'est ça. C'est un verre, mais c'est ça. C'est tout, sans plus ni moins. Là. Fait que, mais tu sais, il n'y a pas de jaune. Je veux dire, c'est comme une bonne continuité, mais c'est un produit qui est inférieur au premier film, même s'il est peut-être mieux réalisé, mieux édité. Ça reste qu'au final, il y a moins de fun, là, puis il y a moins. Le feu est plus là autant qu'il était là dans le premier film. Là. La nouveauté est plus là. Je pense que c'est tout simplement ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain podcast, ben, on va sauter dans la suite du film d'aujourd'hui avec le flic de Beverly Hills 3. Puis, tu sais, je me suis dit, là, ça va être intéressant, pareil, là, dans les prochaines semaines. Là, j'ai parlé là, de la prochaine rétrospective que je vais faire. Là, la semaine prochaine, là, je vais faire comme un podcast bonus. Là, je vais faire le pilote aussi. Là. On va avoir Flic de Beverly Hills 3, le pilote de la série là, que vous pouvez trouver sur YouTube. Ça va être un petit podcast, là, c'est un podcast bonus. Là, attendez-vous pas un gros podcast comme aujourd'hui. Là, ça va être 45 minutes, 1 heure là, maximum. Là. Sinon, éventuellement, ça va venir au nouveau film là, au courant du mois de juillet. Mais avant ça, j'ai regardé mon horaire, puis je crois qu'il y a un trou pour placer le film de Cobra avec Sylvester Stallone. Je viens de décider ça là, juste avant d'enregistrer. Je regardais ça, puis il y a un trou avant le flic de Beverly Hills. Fait que ça va être Cobra, dans le fond, là, qui les retaille du film d'aujourd'hui. Fait que ça va être le fun de voir ça. Tout embarquer ça ensemble. Fait que ça va marcher avec la thématique, dans le fond. Fait que on va parler de ça là, juste avant là, d'arriver au nouveau film au milieu de l'été. Là. Fait que attendez-vous à ça. On va parler de Stallone et voyons, c'est quoi, je me rappelle plus c'est quoi, le Poison and the Cure, là, quelque chose de même, là, le crime is le crime, c'est un poison, et lui, c'est la cure, quelque chose de même, là, fait qu'on va parler de ça, là, dans quelques semaines d'aujourd'hui, là, dans à peu près un mois, là, fait qu'attendez-vous à ça. Sinon, entre-temps, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que le film est meilleur que le premier film? Est-ce que, je veux dire, c'est équivalent en tant que tel? C'est pour votre premier film, puis pour vous? Eddie Murphy, il était plus... il est mieux comme acteur, il est peut-être plus à l'aise, quelque chose de même. En tout cas, n'hésitez pas à en parler là, sur les réseaux, où est-ce que vous voyez la publication, réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sinon, d'ici le prochain épisode, essayez de ne pas vous faire mettre des bananes dans votre exhaust de voiture. Si, mettons, vous faites... vous filez quelqu'un, je sais pas pourquoi, mais si des fois vous êtes en filature, on va essayer d'éviter ça. Jesus Christ.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You're getting more and more like me every day. Next thing you know, you're gonna have afros, big dicks and all. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I'm looking for a killer. In Beverly Hills? No, Wonderworld. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you! I want you out of here! Get out of here, you degenerate! You're not even part of this department! Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Turn that fucking song off! En espérant vous voir au prochain épisode. Goodbye, Mr. Foley. Women.